Donc Michel Coivert, bien sûr, écrivain, historien de la photographie. Là, vraiment, je pense que tout le monde connaît. J'ai vos livres en haut, si vous voulez me laisser là. Avec plaisir. À le nez, c'est parfait. Donc, bien voilà, ça va être un moment unique. Je crois qu'on va vivre une très grande journée. Je vous laisse en profiter. Il y aura un temps de questions-réponses peut-être. Oui, oui. Voilà, comme toujours, n'hésitez pas à prendre la parole, à chercher, à être curieux, voir envie. Voilà, pour être dans l'univers et dans le domaine de la photographie après, lorsque vous quitterez le TPA. Bonne conférence à tous et merci encore. Merci à votre accueil. Bonjour à tous. Pour cette journée pas comme les autres, il nous fallait donc un invité pas comme les autres. Michel a accepté notre invitation, celle de l'école et la mienne, pour cette 48e et peut-être la dernière édition des grands témoins de la photographie, toute la journée, ici, avec vous. Je vais laisser le micro à Michel dans quelques minutes. Vous connaissez le deal qui est entre nous. Je vous enverrai un petit mail, sûrement lundi ou mardi, plutôt mardi, fin d'après-midi, pour vous donner une deadline très simple dans le domaine du faisable pour en tout cas les premières et deuxièmes années. Éventuellement les autres, si vous le souhaitez, c'est possible. Pour votre lettre ouverte, Michel y tient, parce qu'on a beaucoup parlé de ça récemment. Là aussi, ce sera peut-être la dernière pour vous. Donc lâchez-vous dans la sincérité, dans vos ressentis, vos partis pris, sur ce que vous allez voir, entendre et peut-être lire. Je vous ai porté 2 des livres. Michel a un peu tendance à faire des gros livres. Donc, j'en ai porté que 2. Ils sont là, ils sont en consultation, prenez-y soin, ils sont fragiles. On est parti pour une journée entière. Vous connaissez l'état d'esprit de ces journées. Ce n'est pas des conférences, c'est une rencontre. C'est la 48e. Tout à l'heure, en fin d'après-midi, j'aurai le plaisir une dernière fois de citer les noms de toutes celles et ceux qui ont accepté de venir une journée ici à l'ETPA depuis 2008. Rencontres, échanges, projections, beaucoup d'images. C'est à vous de rendre ces journées dynamiques, intéressantes, passionnantes. Michel a accepté de se libérer d'un timing très serré. Michel a énormément d'étudiants à Paris, mais tu auras l'occasion d'en parler aujourd'hui. Et donc, il a accepté de venir chez nous, avec vous, pour continuer à parler de la photographie qu'il connaît si bien, avec une jeunesse, vous en l'occurrence. Et moi, je vais être le témoin privilégié, toujours dans une idée d'une petite modération bienveillante, mais exigeante. Mes vocations sont bien sûr les bienvenues. Et dernière chose, le déroulé, on fait comme d'habitude, 9h, 10h20, une petite pause d'un quart d'heure. On se projette jusqu'à midi, on reprend à 14 et on finira vers 16h30, 17h, en fonction de votre implication notamment. Michel, merci d'être là. Je te laisse le micro, c'est à toi de jouer. On se connaît un peu, donc on ne va pas faire semblant de ne pas se connaître. Je vais donc te tutoyer. Et à partir de là, bon voyage dans la photographie. Bon, je suis ravi d'être là. Merci Philippe de cette invitation. Merci au chef d'établissement de m'accueillir. Alors écoutez, c'est un exercice pour moi tout à fait singulier. Je suis enseignant-chercheur, donc je fais cours et séminaires, mais je n'enseigne pas face à des praticiens. Je ne suis pas du tout praticien, vous le savez. Et il m'arrive quand même assez régulièrement de faire des interventions en école d'art ou de photographie pour finalement porter plutôt un témoignage autour de ce que c'est que la recherche dans mon domaine et bien sûr ce sur quoi je travaille, pour partager finalement ce qui en général est plutôt un accompagnement des photographes, des artistes. C'est quoi un accompagnement? C'est dans mon métier essayer... c'est compliqué, essayer de produire des récits. Alors produire des récits, quand on est historien de métier, en général on travaille avec le passé. Le passé, c'est pas la mémoire, le passé c'est les récits, on les invente. Et puis depuis à peu près, j'ose pas dire, depuis à peu près 25 ans, je travaille sur la photographie contemporaine. Et donc je me suis transformé en historien du présent, ça existe. C'est une catégorie d'historiens, c'est-à-dire qu'on se confronte à des tentatives de produire du récit sur le présent. Donc c'est un peu mon domaine, si vous voulez, en tant qu'historien, c'est me saisir des phénomènes, et en l'occurrence des artistes vivants.
Alors ça pose beaucoup de questions parce qu'il n'y a pas le fameux recul de l'historien qui travaille sur les archives, mais on produit des archives, notamment à travers les entretiens, les visites d'ateliers, les rencontres. Et donc c'est un effort qui présente, un effort, des tentatives qui présentent un risque majeur, c'est de se tromper, faire des hypothèses de récits qui, au fil du temps, qui se transforment, voire qui s'invalident. Alors tout a commencé pour moi, qui était pas plutôt, mais carrément un historien de la photographie historique, 19e, 20e siècle. Ça a commencé quand quelqu'un m'a appelé, un monsieur qui est formidable, qui s'appelle Jean-Pierre Criqui, qui est conservateur maintenant au Centre Pompidou et qui, à l'époque, qui dirige toujours la revue du Musée national d'art moderne et qui m'appelle en disant « Écoutez, voilà, on a un deal entre Flammarion et le CNAP, le Centre national des arts plastiques. On fait des collections de monographies. » Alors, vous en avez certainement vu passer, des monographies sur des grands artistes. Et puis, on a en stand-by un livre à faire sur la photographie contemporaine et personne ne veut le faire. Et je dis, so what? Moi, je ne suis pas du tout identifié. Alors moi, je connais des artistes, c'est un peu mon jardin secret. Et donc, il me dit, bah voilà, en fait, on a pensé que ça pourrait peut-être vous intéresser. Vous savez qu'il y a des moments où il y a des coups de fil qui changent la vie. Et donc, je dis, bon, bah oui, et je dis oui. Et je dis oui, et donc je me transforme presque instantanément en historien du 19e, début 20e siècle, en historien de mon temps. Et ce livre, c'est la photographie contemporaine, qui sera publié en 2002, réédité en 2010, réédité en 2018, et je vous en informe, il y aura une 4e édition en 2025, sur laquelle je vais travailler là, à partir de maintenant, avec un nouveau chapitre. Et donc je vous parlerai cet après-midi probablement du chapitre qui sera celui que vous pourrez lire dans quelques mois. Donc c'est une aventure assez incroyable qui a commencé, qui a consisté en fait, peut-être avant tout à nommer quelque chose. Alors vous êtes, pour beaucoup d'entre vous, nés au début du XXIe siècle, mais quand on regarde la manière dont on parlait de la photographie en temps réel dans les années 1970, 1980, 1990, en fait, elle avait des noms qui correspondaient plutôt à des styles. On parlait dans les années 60 de la photographie subjective, on parlait dans les années 80 de la photographie créative, on parlait dans les années 80-90 de la photographie plasticienne. Et puis moi, j'ai eu un réflexe d'historien, je me suis dit, bon, c'est bien gentil tout ça, mais est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une vision d'ensemble de ce qui se fait à partir des années 1980, 90, 2000 ? Et ça m'est venu tout à fait naturellement de produire plutôt une catégorie historique, c'est-à-dire qui parle du temps. Et j'ai appelé le livre « La photographie contemporaine ». Et ça peut vous sembler complètement évident, mais cet adjectif n'était jusqu'alors pas associé à la photographie. On associait des catégories stylistiques. Et projeter cet adjectif et l'associer à la photographie, ça posait une vraie question, c'est-à-dire, en fait, vous savez, un chercheur, il pose avant tout des questions, il essaye, tente d'y répondre. Et donc, je me suis posé la question la plus tarte qu'on puisse imaginer, c'était de dire la photographie, elle est contemporaine de quoi? De quoi elle est contemporaine si on l'appelle photographie contemporaine? Alors bien sûr, il y avait un terme qui s'était institué, pas depuis si longtemps que ça, depuis 20-25 ans, qui était d'associer l'adjectif contemporain à l'adjectif art. Pour vous, c'est une évidence, art contemporain. Dans ma génération, on appelait ça, dans les années 70, l'art vivant, dans les années 80, l'art actuel. Et c'est au tournant des années 80-90 que la notion d'art contemporain, on appelait art plastique dans les années 80, qui restait d'ailleurs, avant on disait beaux-arts, ça revient un peu à la mode. Et puis s'est instituée la notion d'art contemporain. Et donc, évidemment, en parlant de photographie contemporaine,
je produisais un effet de mimétisme avec la notion d'art contemporain. Et j'allais dire, ça tombait bien, parce que de quoi la photographie est-elle contemporaine au début du XXIe siècle? Elle est contemporaine de l'art contemporain. Alors, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire qu'on va réduire toute pratique photographique, aussi diverse soit-elle, à de l'art contemporain? Non, évidemment non. Vous avez des tas de pratiques photographiques qui, disons, par application, ne sont pas censées s'indexer sur la création de l'art contemporain. Sauf que quand on est historien, en fait, on essaye de faire un peu de la macro-histoire à un moment donné. Et on se dit, mais finalement, qu'est-ce qui est le... En science, on parle de paradigme, c'est-à-dire quel est ce qui explique, qu'est-ce qui structure la photographie à un moment donné? On sait qu'il y a plein de pratiques différentes, mais qu'est-ce qui aimante, qu'est-ce qui cristallise historiquement? De quoi on va se souvenir? Qu'est-ce qui fait qu'on se réfère à quelque chose? Ben, ça ne vous étonnera pas, mais alors je remonte, je suis désolé, on va se balader dans le temps, hein, mais entre les années 1930, vous voyez à peu près, hein, il y a un siècle, entre les années 1930 et les années 1970, en plein XXe siècle, ben, ce qui aimante, qui cristallise la photographie, c'est une forme de récit très particulier, qu'on appelle le reportage. En fait, le reportage, c'est une manière de raconter le monde qui naît avec les nouveaux médias illustrés, c'est-à-dire les magazines, qui va se diffuser sur toute forme de médias. Et le reportage, c'est la façon d'écrire le monde par la photographie. Et puis, socialement, c'est aussi quelque chose de très important, parce que devenir un grand reporter au milieu du XXe siècle, c'est pour un photographe obtenir la consécration sociale. Vous voyez, en gros, si vous êtes photographe dans les années 1960, le top du top, c'est de faire la une d'un magazine d'info. Grande double page, c'est ça. Bon. Eh bien, en fait, quand on fait un peu l'histoire de la photographie, on se rend compte que ce modèle du reportage se met à être amèrement critiqué à partir des années 1970. Pour des tas de raisons. D'abord parce que les médias sont énormément critiqués, et puis parce qu'il y a une frustration énorme de la part des photographes qui se rendent compte que, en fait, les reportages sont faits avant tout par les rédactions, qu'on utilise leurs images souvent en les recadrant, qu'on associe à leurs images des discours qui ne sont pas ceux qu'ils souhaiteraient. Bref, il y a quelque chose qui court dans les années 70 autour d'une notion très importante et très connue dans le domaine du cinéma, qui est la notion d'auteur. Les photographes veulent affirmer leur nom, veulent affirmer leur subjectivité, et ça tremble beaucoup dans le champ de la photographie mondiale, hein, on ne parle pas que de la France ici, qui consiste à dire « mais nous, on veut exister ». Et cette notion d'auteur, en fait, elle va servir de passerelle, dans les années 70-80, à la transformation véritablement de ce qui va construire le schéma autour duquel le photographe veut s'exprimer. Peu à peu, il y a quelque chose de très important qui va arriver, c'est le livre. Il y avait déjà des livres de photographes, mais de plus en plus, le livre va être un lieu où on va mettre le nom du photographe et pas simplement un reportage perdu dans un magazine. Et puis, les photographes vont avoir envie d'exposer leurs photographies, de les accrocher. Comme je dis souvent, on est passé de la page du journal à la simesse du musée. Et à partir des années 1980, eh bien, le modèle, ça va être l'auteur, l'exposition, et puis un auteur qui expose, de plus en plus, ça commence à ressembler à un artiste. Et puis le modèle bascule littéralement à la fin des années 80 et au début des années 90, où le schéma, le paradigme, comme on dit, ça va être celui de devenir un artiste. Et devenir un artiste à la fin du XXe siècle, c'est entrer dans le monde institutionnel, à la fois de l'exposition, mais aussi du marché, et de vendre ses photographies sur le marché de l'art contemporain. Et là, vous arrivez au début des années 2000, quand vous arrivez, sur la planète Terre, eh bien, le modèle de la consécration du photographe, la consécration sociale du photographe, c'est d'avoir une expo dans un grand musée. C'est pas d'avoir la une de Paris Match. C'est fini tout ça. C'est fini. Ça ne veut pas dire que le reportage n'existe plus. Il y a des grands reporters aujourd'hui, on publie des reportages. Mais le paradigme a changé. C'est-à-dire que le reportage s'est autonomisé comme une forme médiatique, mais par contre, si vous voulez entrer dans l'histoire, c'est la forme artistique qui va devenir le modèle. Alors c'est pour ça qu'un historien de l'art comme moi s'est intéressé au phénomène.
Alors, ce qui est très excitant, c'est que, en fait, ce modèle de la photographie contemporaine, il a à peu près une quarantaine d'années. Il arrive dans les années 1980, il se déploie, il se développe pendant 30-40 ans, un effet générationnel, 1 ou 2 générations. Et puis, ce qui est chouette aujourd'hui, c'est que je vis quelque chose de très intéressant en tant qu'historien du présent. C'est que ce modèle, qui est un modèle extrêmement puissant, qui a structuré vraiment la photographie mondiale depuis une trentaine d'années, ce modèle est lui-même, tout doucement, en train de passer la main à un autre modèle. C'est ce dont on parlera cet après-midi. Alors, ça ne veut pas dire que l'art contemporain n'est pas important comme référent de la pratique artistique, il va le rester, mais qu'à l'intérieur, il se passe d'autres choses. Qu'est-ce qui a été le levier historique et esthétique pour moi pour penser ce qui est devenu ce livre « Contre-culture dans la photographie contemporaine ». Eh bien, en fait, je suis une génération qui, dans les années 1990, a vu se transformer le paradigme technique de la photographie, c'est-à-dire l'arrivée de la culture numérique, l'image numérique, le son numérique, les données numériques. On est au milieu des années 1990. Jusqu'alors, ça faisait à peu près un siècle, ce qui est quand même énorme, ça faisait un siècle qu'on était dans une photographie qu'on caractérisait souvent à travers le procédé hégémonique, c'est-à-dire la photographie argentique. C'est le procédé hégémonique. Il y en avait plein d'autres, hein, mais c'est le procédé hégémonique d'un point de vue industriel. Et bon, j'allais dire que le monde de la culture, le monde professionnel, le monde industriel fonctionnait sur cette industrie-là, sur cette esthétique-là, très diverse dans ses productions, mais elle existait. Et puis, quand, notamment, principalement, mais pas que, la firme Kodak a vu dès la fin des années 70 le problème extractif se poser, c'est-à-dire qu'on savait très bien que les ressources en argent allaient se tarir et que l'argent allait devenir cher. C'est rigolo, mais l'argent allait devenir trop cher pour produire industriellement. Kodak a lancé tous ses ingénieurs en recherche et développement sur une alternative. Ça a été la pensée des capteurs vidéo, puis des capteurs numériques. Et donc ça arrive à maturité industrielle dans les années 90. Alors, ça a bousculé intellectuellement tout ce qu'on pensait avoir compris de la photographie. Et c'est ça qui est assez drôle, c'est que le moment théorique le plus important récemment dans la photographie, c'est les années 1980, où vous avez des tas de théoriciens, Philippe Dubois, Rosalind Krauss et tant d'autres, qui tentent et réussissent d'une certaine manière à vraiment définir la photographie dans son essence, comme on disait. Qu'est-ce qu'elle est vraiment? Et à cette époque-là, on dit, ben voilà, la photographie est un médium défini dans son rapport au réel, qui est un rapport au réel très particulier, puisqu'on est dans un phénomène d'empreinte lumineuse sur une substance photosensible, et qu'on a finalement un rapport au réel qui est très direct. Hein. On parle de l'indicialité de la photographie. Et donc, on est dans une époque où on arrive à faire la théorie de la photographie argentique, alors même qu'elle est en train de disparaître. C'est assez beau avec le recul, hein. C'est qu'en fait, on arrive à dire exactement ce qu'est la photographie analogique au moment même où elle va disparaître. Je dis disparaître, mais je ne le pense pas. Et arrive effectivement une alternative qui est l'image numérique que nous vivons maintenant comme une culture. Et moi, en tant qu'historien, ça m'a beaucoup intéressé parce qu'il y a eu beaucoup de débats au milieu des années 90, donc il y a 25 ans, 30 ans maintenant, sur la mort de la photographie. La photographie s'est terminée, vous pouvez regarder la presse technique, artistique, etc. Alors, bon, d'abord, c'est un choix industriel. Vous l'avez compris, hein, il n'y a pas de logique de progrès là-dedans, c'est un choix industriel. On a fermé, pour donner l'exemple de la France, 95% des salles de cinéma ont basculé de la projection analogique à la projection numérique, on a tout balancé. Les labos photo, pareil, c'est un choix industriel d'une violence considérable, puisque bien sûr, ça a bousculé tous les savoir-faire. C'est un choix industriel.
Mais ce qui est intéressant, c'est que, je dois dire, la critique, les théoriciens de l'image, les théoriciens de l'art, sont montés au créneau en disant, ben voilà, on vit quelque chose qu'on adore vivre quand on est historien ou critique, c'est la mort de quelque chose, hein, la mort du cinéma, la mort du théâtre, enfin la mort de la photographie, génial. Donc ça fascine les foules. Et c'est quoi la théorie? Ben, c'est de dire, et d'ailleurs elle est loin d'être sotte, c'est de dire, ben, en fait, la photographie n'existe plus, elle s'est fondue dans la catégorie générale des images. Ah, ça c'est hyper intéressant. Ça c'est hyper intéressant. C'est-à-dire qu'on va se mettre à conceptualiser la photographie à l'intérieur d'une catégorie générique qui est celle des images. Imagerie numérique, etc. Donc on ne pratique plus ou qu'à la marge la photographie analogique, je vais y revenir, et on bascule sur un nouveau modèle qui dit bah, finalement, avec nos smartphones, avec les appareils numériques, puis les smartphones, etc., on fait des images. Alors tout ce que je vous dis, moi j'ai mis du temps à le comprendre. On fait des images. Ok, génial. Et s'introduit subrepticement une confusion entre photographie et image. Et moi je commence souvent mes séminaires en disant mais la photographie n'est pas une image, mais elle peut en prendre l'apparence. La photographie n'est pas une image. Elle peut être une image, mais on va voir aujourd'hui qu'elle peut être bien autre chose. Et ce qui est génial, c'est que finalement, ce tour de passe-passe théorique entre la photographie et l'image, ça va produire dans votre génération quelque chose d'absolument passionnant, que j'appelle la régénération de la photographie. Les Américains parlent de réinvention, moi je préfère de régénération. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, il y a un lieu, un petit village gaulois, où la photographie analogique a survécu. Quelques labos. C'est quoi ce village gaulois? C'est l'art contemporain. Les seuls lieux qui ont tenu dans l'excellence la culture analogique en photographie, c'est le monde de la photographie contemporaine en tant qu'art contemporain. Pourquoi? D'abord parce que les artistes, ils ne font pas des images, ils font des œuvres. Donc, ils veulent maîtriser leurs outils, ils veulent de l'excellence à tous les niveaux, ce qui ne veut pas dire, bien sûr, qu'ils ne vont pas hybrider des pratiques, on y reviendra. Mais, surtout, c'est que la photographie contemporaine, elle est sur un marché, qui s'appelle le marché de l'art contemporain. Et qu'est-ce que veut un collectionneur? Eh bien, il veut des pièces uniques. Bien sûr, c'est un art du multiple, on en fait 3, on en fait 4, on en fait 5, selon le système. On veut de l'excellence, on veut de la maîtrise technique, on veut pouvoir s'exprimer, c'est-à-dire maîtriser son médium, et on veut pouvoir produire des pièces qui vont être valorisées. Et donc, depuis début des années 2000, les grands tireurs travaillent beaucoup, mais ce qui a changé, et ça, il faut vraiment que vous le compreniez parce que c'est passionnant, c'est que la photographie n'a plus d'horizon industriel. Ça, c'est les images, l'industrie des images. La photographie a laissé de côté son horizon industriel, elle n'a plus accès à l'horizon industriel, elle a désormais, à partir des années 2000, un horizon artistique et culturel. Alors oui, la photographie est morte industriellement d'un point de vue analogique, mais en revanche, elle s'est complètement ouverte à un horizon artistique et culturel. Vous voyez, il y a vraiment des déplacements conceptuels et culturels tout à fait intéressants. Alors vous comprendrez que pour moi, en tant qu'historien, le grand gap qui explique toute ma recherche depuis quelques années maintenant, le grand gap, c'est essayer de penser comment la rupture technologique a enclenché une nouvelle phase pour l'histoire de la photographie, non pas parce que la photographie est devenue une image, mais parce qu'en fait, elle s'est déplacée vers autre chose. Elle s'est déplacée vers un autre destin, qui n'était pas nécessairement que le sien, qui était finalement de se régénérer, de se redéfinir.
de se redéfinir en tant que médium. Alors ça, c'est très intéressant. Quand je vous dis la photographie n'est pas qu'une image, ou quand je veux provoquer en disant la photographie n'est pas une image, je prends souvent l'exemple de la gravure. Vous allez voir une expo de gravure. Vous allez voir une expo de gravure de Dürer. Top. Bon, vous arrivez devant le rhinocéros de Dürer. Bah, je vous fiche mon billet que votre première réaction, ça ne va pas être de dire « Putain, il est beau le rhinocéros hein. ». Non, vous allez dire oh, « Quelle exécution incroyable. Cette gravure, elle est dingue. Elle est dingue. » Vous ne regardez pas une image, vous regardez une gravure. Devant un tirage, aujourd'hui, bah, il y a de fortes chances que, s'il est expérimental ou pas expérimental, ou en tout cas parfaitement abouti, eh bien en fait, votre réaction, ça va être « Il est dingue ce tirage, elle est dingue cette photo. » Avant de vous dire « Il est beau ce paysage, oh, elle est belle cette tête. » Non, c'est-à-dire qu'on est rentré dans une phase maintenant où le travail de la photographie en tant que médium a déclassé la fonctionnalité de la photographie en tant qu'image. Un artiste qui s'exprime avec le médium photographique, qui s'exprime avec le médium photographique. La photographie n'est pas qu'une affaire de regard. Elle est aussi et avant tout l'exploration de son propre médium. Ça n'exclut en rien, au contraire, que cette compréhension du médium vous permette de raconter des choses. Mais vous les racontez en étant cohérent avec le médium que vous utilisez. Ce que vous avez envie d'exprimer, vous avez envie d'exprimer en photographie, en gravure, en sculpture, ou en travaillant sur des technologies telles que les technologies hybrides, les technologies numériques, ou aujourd'hui, je recevais hier dans mon séminaire Broadbeck et Barbua qui ont fait un magnifique travail sur l'IA, ou avec des IA, ou en dialoguant avec une IA. C'est-à-dire que vous travaillez toujours en interrogeant votre médium. Alors, il s'est passé beaucoup de choses depuis une dizaine d'années, c'est-à-dire que, j'allais dire, votre génération ou un tout petit peu avant, ben, vous avez fabriqué, sans vous en rendre compte, une avant-garde. Vous avez fabriqué une avant-garde parce que vous vous êtes intéressé à l'obsolescence. Vous vous êtes intéressé à des pratiques analogiques. Qu'a priori, dans beaucoup d'écoles, on avait laissé tomber, et je passe mon temps à aller dans des écoles où on dit on vient de réouvrir, on a réouvert, on nous a demandé de réouvrir le labo, les étudiants, même à la fac, ils ont rouvert le labo. Donc, il y a quelque chose en termes de civilisation qui est très intéressant. C'est comment on se ressaisit de quelque chose qui était déclaré obsolète. En gros, comment on refuse l'ordre du progrès. Comment on se déplace, d'où le titre de contre-culture. Comment on n'est pas d'accord avec une hégémonie, quelle qu'elle soit technologique, idéologique, etc. Donc comment, à un moment donné, on a envie de s'exprimer avec quelque chose qui est disponible, mais qui a été marginalisé. Et dans cette marge, on se dit, mais qu'est-ce qu'on a laissé tomber? Qu'est-ce qui est intéressant? Pourquoi je ne peux pas y aller? Donc, un des aspects absolument fondamentaux de cette sensibilité, ça va être que dans votre génération, et même dans la génération d'avant, eh bien en fait, l'image est désacralisée. On a, vous avez, nous avons un usage de l'image qui est quotidien, j'allais dire totalement sécularisé. Et que finalement, faire des images, les partager, les diffuser, c'est comme l'eau chaude et l'eau froide, après tout, ou l'électricité qu'on allume et on éteint, ça fait partie de l'homo numericus. Comment on tente une aventure dans quelque chose de banalisé? Il n'y a pas. Donc, où est-ce qu'on va chercher? Où est-ce qu'on va tenter une aventure avec un médium? Eh bien, en allant voir ailleurs. Et ça va être le premier chapitre que j'ai envie de voir avec vous, c'est que cet ailleurs, il va ressembler un peu à un avant. C'est-à-dire qu'on va avoir toute une génération qui va s'intéresser à ce que j'ai appelé l'anténumérique. Alors cette notion, moi j'aime bien inventer des mots, alors il y en a qui marchent, puis il y en a qui ne marchent pas.
Alors je vous parlerai aussi, des fois je vous dirai dès que j'ai essayé un concept qui a foiré, j'aime bien, on essaie toujours de devenir célèbre avec un concept, puis ça ne marche pas. Donc bon, on l'oublie. Donc je multiplie en essayant de tenter ma chance comme au loto. Bon, l'antenne numérique, c'est quoi? En fait, c'est une culture. Je dis par exemple, est-ce que vous avez une culture en musique classique? Pour moi, c'est pareil. Est-ce que vous avez une culture en images en télémérique, en technologie en télémérique? Est-ce que vous avez lu? Est-ce que vous avez regardé des manuels? Est-ce que vous avez regardé des tutos? Est-ce que vous allez aller chercher de ce côté-là? Moi, en tant qu'historien d'art, je n'écoute que les artistes. Et donc, j'observe, à partir des années 2010, un certain nombre d'artistes qui sont visibles, qui exposent, et je vois arriver des ambrotypes, de la gomme bichromatée, de l'argentique, des ferrotypes, des tintypes, des cyanotypes. Alors, ce qui trouve, c'est que moi, je suis historien de la photographie, notamment beaucoup du 19e siècle. Donc, ces procédés, je les connais par cœur, si je puis dire. Je les fréquentais en tant qu'historien. Je me suis occupé d'une grande collection, qui est la collection de la Société française de photographie, donc je les ai manipulés, je les connais. Et il se trouve que lorsque j'avais votre âge, j'ai fait une thèse en histoire de l'art sur le pictorialisme. Donc, je connais bien, notamment, la gomme bichromatée, le platine, etc., qui était d'ailleurs le premier mouvement contre-culturel, puisque les pictorialistes ont régénéré des procédés du 19e siècle dans les années 1900 qui étaient complètement caducs. Bon, bref, j'essaye de donner une cohérence à ma vie, donc je me dis finalement, je travaille toujours sur les phénomènes de contre-culture. Et donc je vois ces artistes-là et je trouve ça pas banal parce que justement ces techniques étaient quand même essentiellement connues par les restaurateurs de photographie, les conservateurs de musées, les historiens des techniques. Et je vois apparaître des travaux comme ça. Et là je me dis il y a vraiment un truc très intéressant parce que en ayant fréquenté les collections et les historiens, j'avais rencontré dans les années 1980-90, des fanas de techniques anciennes. Vous savez, des vieux monsieur avec des barbes qui faisaient des trucs un peu bizarres à l'ancienne, qui essayaient de refaire des daguerreotypes, etc. Mais c'est plus les mêmes. Moi, je connaissais les gens des photoclubs, des trucs, j'ai connu la fin des photoclubs, avec des gens super savants, mais qui voulaient protéger leurs trucs, qui n'expliquaient pas comment ils faisaient, etc. Mais là, je ne vois pas du tout les mêmes personnes. Je vois des artistes qui ont une 30 ou une quarantaine d'années, qui se disent « Putain, j'ai vraiment envie de faire du collodion humide, mais comment on fait ?» Donc, ils achètent des manuels, ils vont dans les archives, ils cherchent des tutos, ils merdent, ils recommencent. Et puis, en fait, ils réapprennent. Il n'y a plus de transmission, donc on est dans le phénomène de réapprentissage. Et c'est ce que j'appelais la culture anténumérique. C'est comment, à un moment donné, on a besoin de s'exprimer avec des procédés qui sont disponibles ou pas, mais qu'on a envie de titiller parce qu'il y a quelque chose qui nous intéresse là-dedans. Alors, il y a un monsieur qui a été un des premiers en France à faire de la photographie contemporaine avec du daguerreotype. C'est Patrick Bailly-Maître-Grand, qui est un photographe qui a un bon 80 ans maintenant. Et je m'étais intéressé à son travail, bien sûr, il y a quelques années, et je suis invité au musée de Strasbourg par Héloïse Conessa, qui est aujourd'hui conservatrice de la BNF pour la photographie contemporaine, mais qui à l'époque était conservatrice au musée d'art moderne de Strasbourg. Elle fait une grande exposition sur Patrick Bailly-Maître-Grand, et notamment, elle montre ses daguerreotypes contemporains. Et donc, on m'invite pour faire le texte, je crois, du catalogue, et puis surtout un entretien. Alors, le personnage est un peu rugueux. Hein. Et donc, je lui pose une question. Je dis, voilà, Patrick, Bailly-Maître-Grand, comment vous vous êtes intéressé à un procédé ancien comme le daguerreotype? Et le type me regarde, et là, c'est hyper intéressant. Il me dit, mais de quoi vous parlez? Pourquoi ancien? Il me dit, c'est disponible. Un artiste, il est libre. Ce procédé existe, j'ai envie de l'employer, j'ai besoin de l'employer, je l'emploie. Et c'est là que je me suis dit, en fait, il ne va pas dans un avant, il va dans un ailleurs. Il va chercher quelque chose qui est disponible. Il n'est pas dans un rapport temporel. On n'est pas dans une problématique de nostalgie. On est dans la liberté dans le temps. Et ça, c'est vraiment la chose que j'ai envie de vous dire aujourd'hui. Vous êtes libre dans l'espace, mais vous êtes aussi libre dans le temps. Vous allez piller partout en Corsaire, vous allez chercher des choses.
offrez-vous le luxe de vous promener dans le temps. Vous pouvez aller dans l'avenir, ça c'est un peu une obsession, vous pouvez habiter le présent, ça c'est la consécration, mais vous pouvez aussi devenir des vrais explorateurs du temps passé parce qu'il vous appartient. Et donc, allez chercher. Avant, on disait qu'il faut vous cultiver, on s'en fout de se cultiver. Tout est disponible. Vous êtes dans une culture aujourd'hui de la disponibilité des choses. Donc, allez-y. Eh bien, les artistes, ce sont, en photographie contemporaine, et notamment dans les pratiques contre-culturelles, des gens qui vont non seulement aller chercher des choses dans le temps, c'est ce qu'on va voir, mais aussi, on va le voir, qui vont aller chercher des choses dans les hybridations. Alors, à ce stade-là, j'ai fait une introduction un peu longue, non ? Enfin, je suis très slammer, moi, ça peut durer très longtemps. L'antinumérique, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui... Je n'ai pas introduit encore la notion d'écosophie, mais je vais y venir. C'est quelque chose de très important parce que ça va nous donner une liberté par rapport à l'injonction au progrès. En fait, je vais être un peu anticapitaliste. Pas d'un point de vue idéologique, mais d'un point de vue théorique. Idéologique aussi. Et donc, l'idée, c'est de vous dire, mais libérez-vous des injonctions du progrès. Ça n'a pas d'intérêt dans le domaine de l'art. L'art a une histoire, mais la particularité, c'est qu'il n'y a pas de notion de progrès. En gros, Richard Serra, qui vient de mourir, n'était pas un plus grand artiste que Léonard de Vinci parce qu'il est arrivé 3 siècles après. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il y a une notion qui va être centrale dans Contre-culture, c'est cette notion d'écosophie. J'y reviendrai plus cet après-midi, mais quand même, je la pose 2 secondes pour que vous compreniez pourquoi je l'utilise. En fait, quand j'ai réfléchi à ce que l'on vivait tous ensemble en termes de sensibilité, bien sûr, je me suis basé sur le monde de la science aujourd'hui, sciences humaines, sciences sociales, sciences dures, comme on dit. Et on convient, même si ce n'est pas rentré dans le champ académique, que nous vivons à l'ère de l'Anthropocène, c'est-à-dire une époque où le monde s'est transformé par l'action humaine depuis à peu près 2 siècles, révolution industrielle. Et dans ce monde dans lequel nous vivons, qui est un monde d'accélération, on va y revenir, eh bien, l'injonction au progrès est devenue une vraie religion. Et en général, quand les choses sont vraiment assises, sont vraiment cristallisées, souvenez-vous toujours de ça, quand on peut décrire quelque chose, c'est qu'elle n'existe plus. Donc, en fait, ce monde anthropocène, on est dedans, donc comment on le vit, comment on y réagit ? Eh bien, les artistes sont, pour moi, des grands chercheurs, eh bien, nous montrent que finalement, le progrès est quelque chose qui peut être déjoué, qui peut être critiqué, qui peut être romantisé comme ruine. Et la culture écosophique, c'est une culture qui va en fait penser l'Anthropocène, notre époque, notre grande époque, comme une époque finalement où cette notion de temps qui avance, ce temps du progrès, eh bien, doit être mise en cause d'un point de vue poétique et critique. La culture antinumérique dans le domaine de la photographie, c'est un peu ça. C'est comment, à un moment donné, on va, en choisissant aux marges de la technologie d'autres procédés, eh bien, on va inventer un autre temps, une autre manière d'être dans le temps. Ça fait 1 an que je travaille sur la notion d'obsolescence. Je voulais vous signaler ce livre qui est passionnant, qui a été écrit par un architecte, Mathias Rouleau, L'obsolescence, ouvrir l'impossible, parce que quand on parle d'antinumérique, on pourrait se dire, mais la gomme bichromatée, le cyanotype, c'est obsolète. Oui, c'est obsolète. C'est génial, l'obsolescence. Alors, laissons de côté l'obsolescence programmée, qui est un concept capitalistique né dans les années 1930 pour obliger les gens à consommer. On a compris, on se fait tout savoir, tant pis pour nous. Mais l'obsolescence toute nue, la notion d'obsolescence, elle est en train d'être interrogée par beaucoup d'intellectuels aujourd'hui comme un autre rapport au temps. C'est-à-dire quelque chose qui est capable d'actualiser le passé, de l'actualiser, c'est-à-dire de le rendre présent, et peut-être de contenir des promesses de futur. Et si l'obsolescence, c'est-à-dire quelque chose qui est perdu dans le temps, quelque chose qui n'est pas complètement mort, mais obsolète, qui n'est pas complètement disparu, mais qui est un peu là, et qui peut-être, si on fait durer plus les choses, si l'obsolescence nous permet de continuer, est peut-être un gage d'avenir, quelque chose qui flotte dans le temps, la notion d'obsolescence. C'est absolument passionnant. Et donc, l'obsolescence, c'est quelque chose qui permet aussi de penser cette culture antinumérique, non pas comme retour au passé, mais comme nouveau rapport au présent.
Alors, juste pour vous convaincre de l'actualité de ces questions, 2015, la grande expo au Getty sur réinventer la photographie, les États-Unis et les procédés historiques chez eux depuis une vingtaine d'années, c'est devenu véritablement une passion dans les écoles d'art, dans les universités, avec ce livre très célèbre de Light Richter. Photographies antiquarium avant-garde, hein, la nouvelle vague des procédés anciens, vous admirez l'oxymore. Hein. Donc, ce dont on parle, c'est votre génération, hein, c'est vraiment ça. Donc, le nombre de bouquins, les procédés alternatifs, il y en a traduit en français, pas en français, les guides. Donc, vous avez vraiment une offre aujourd'hui absolument incroyable autour de ce qu'aux États-Unis on appelle la photographie alternative, les procédés alternatifs. Bon, moi j'appelle ça contre-culturel, mais ça veut dire la même chose. Les procédés de photographie alternative, Laura Baclo, on est en 2020, etc. Donc on a besoin aujourd'hui de penser le temps et, vous l'avez compris, de penser la matière, hein, la matérialité des choses. Alors il y a un philosophe extrêmement puissant aujourd'hui, philosophe allemand qui est bien traduit, c'est Hartmut Rosa, qui est le penseur de l'accélération. Alors, ce n'est pas un type qui vous dit ça va trop vite, il faut ralentir, il faut décroître, pas du tout. Hein, c'est quelqu'un qui nous dit de toute façon, la vitesse, c'est hyper intéressant. Alors, j'adore il a un exemple très drôle. Il dit les gens qui veulent ralentir, ils sont sympas, mais enfin, quand j'appelle le SAMU parce qu'il y a un accident, j'ai pas envie qu'ils ralentissent. C'est intéressant. Non, c'est pas ralentir, c'est stabiliser les dynamiques. C'est stabiliser les dynamiques. C'est-à-dire que le temps, c'est quelque chose que nous nous approprions. Il y a plein de nouvelles théories sur le temps. Hein. Le temps, c'est pas quelque chose, c'est pas de l'eau qui coule, le temps. Hein. C'est pas une flèche qui court, le temps. Hein. Il y a des théories du temps comme agrégat aujourd'hui. Il y a plein de différents temps. Là, on est ensemble. Je suis sûr qu'on a des temporalités très différentes. Parce qu'on est en train de penser à quelque chose d'autre, parce qu'on a le corps qui est plutôt fatigué, pas fatigué. On est dans des temporalités différentes. Donc le temps présent, on passe ensemble en ce moment, en termes analogiques, c'est des grains de temps différents qui font un présent. Donc Hartmut Rosa, c'est quelqu'un qui pense véritablement la question de l'accélération aujourd'hui, le caractère d'aliénation, et finalement, ça va être sa théorie de la résonance, en disant, finalement, notre rapport au monde aujourd'hui, c'est se mettre en résonance. C'est la résonance qu'il y a entre les phénomènes, entre les êtres vivants, entre les matériaux, qui fait qu'on peut trouver des formes de dynamique stable. Et non pas vouloir tout le temps dire faut que je pense à demain. Non, demain n'existe pas. Il est juste à inventer. Donc il y a des pensées du temps aujourd'hui qui sont tout à fait passionnantes. Et ces notions de temps se réfèrent à celui qui est pour moi un peu mon maître en termes théoriques autour de la question de l'écosophie. Il est mort maintenant, mais c'est le philosophe et psychanalyste Guattari, qui a beaucoup travaillé avec Gilles Deleuze. Et Guattari définit l'écosophie dans les années 1990, il y a 30 ans, en disant l'écosophie, c'est articuler l'écologie environnementale, l'écologie politique et les nouvelles formes de subjectivité. C'est tout ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est comment finalement, dans notre génération, dans la génération de l'Anthropocène, en fait, on peut articuler les éléments politiques, les éléments environnementaux et les éléments de subjectivité ou de sensibilité plutôt. Et l'intérêt de Guattari, c'est de ne pas isoler la question environnementale, on y reviendra, mais de l'associer à une vraie politique. Et donc tous ces penseurs-là, en fait, ils baignent, ils enrobent toute la question des alors vous allez me dire, mais quel rapport ? Oui, le rapport, c'est qu'il y a toujours une toile de fond intellectuelle à ce qu'on appelle la formation de la sensibilité. Et moi, ce que je vois de plus important dans le rôle des artistes, photographes en l'occurrence, c'est la construction de nouveaux imaginaires. On a besoin de fabriquer des imaginaires pour penser notre époque et surtout la vivre. C'est un répertoire de procédés dont on va parler rapidement. Alors c'est quoi un répertoire de procédés ? C'est ce que disait Bailly Maître Grand, c'est disponible. Vous allez au théâtre, vous allez voir une pièce de Molière, mise en scène par un metteur en scène d'aujourd'hui. Bon, est-ce que vous vous dites, je vais voir du théâtre ancien ? Non, vous dites, je vais voir le répertoire classique qui est rejoué, actualisé, régénéré aujourd'hui. C'est le même sujet avec la photographie. La photographie, on peut actualiser ces procédés et on peut les régénérer parce qu'on a tout simplement une nouvelle orchestration en musique ou une nouvelle façon de jouer, un nouveau décor, une nouvelle pensée sur des éléments qui sont inscrits désormais dans
le répertoire des procédés. Alors, je vais prendre quelques exemples maintenant de personnalités qui, pour moi, sont, je dirais, emblématiques. Hein. C'est un choix, non pas subjectif, mais plutôt de personnalité significative. Alors, Mustapha Azerwal est un artiste, peut-être vous en avez parlé, hein, vous l'avez vu en cours ou dans les livres, dans les expositions. Donc, profil d'ingénieur, hein, voilà, c'est un ingénieur qui va devenir artiste. Ça, c'est aussi intéressant. Il n'y a pas de profil type. Et alors, j'aime beaucoup, quand on discute avec Mustapha Azerwal, c'est le premier artiste que je rencontre qui me dit « Moi, l'image ne m'intéresse absolument pas. Je n'ai aucun intérêt pour l'image. Par contre, je suis passionné par la photographie. » Intéressant. Et donc, il ne fait pas des images, il fait de la photographie. Et il fait partie de ceux qui vont aller chercher, sous forme d'installation, de process, d'expérimentation, disons le mot. Il n'a pas l'idée d'actualiser. C'est des gens qui n'ont pas de projet de dire oh, « je vais actualiser la gomme bichromatée, super projet ». Il n'y en a rien à faire d'actualiser. C'est juste, c'est disponible. Il se dit « là, il y a un truc qui m'intéresse. Moi, Mustapha Azerwal, je suis un artiste de la lumière. Je veux travailler la lumière, je veux travailler le pigment, je veux travailler la couleur. » Sur un ordi, c'est du boulot, hein. Je peux travailler en post-pro, je peux faire des choses, mais non, moi je veux être dans la matière, dans la matérialité. Je veux pouvoir faire une expérience avec du feu, avec de l'eau, avec de la matière, avec des grains, avec des pigments. Il va se tourner vers certains procédés, hein. Et puis aussi, il va avoir un discours sur l'histoire de la photographie, on va le voir. Il s'intéresse avant tout à la lumière. Alors, la gomme bichromatée, il va la revisiter. Vous avez ici, par exemple, avec les radiances, ce qu'on appelle des gommes bichromatées polychromes. Alors, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de faire la gomme bichromatée. Déjà, ce n'est pas simple, hein, procédé par dépouillement. Mais là, c'est des gommes polychromes, c'est-à-dire qu'il y a pour chaque couche un dépouillement, une exposition et un dépouillement. Donc, il est plutôt sur des phénomènes célestes, hein, comme des aurores boréales, comme ça. Alors, si vous voulez, bon là, je vous l'ai mis, mais vous pourrez trouver des démos si vous avez envie de... Voilà le principe. Moi, je rappelle toujours les principes, hein, gomme bichromatée. Donc, on part de rien. Hein, on choisit son support papier, on fait son couchage avec la gomme qui sert de liant, le bichromate de potassium qui est le sensibilisateur et le pigment qui va donner la teinte. Alors, vous allez me dire, le bichromate de potassium, on n'a plus le droit de le transporter, mais on a le droit de l'utiliser. Alors, quand vous rencontrez des gens qui sont photographes et qui se baladent avec dans leur coffre des grandes bouteilles de Banga orange, ou d'Oasis, en fait, ce n'est pas de l'Oasis, hein, c'est en général du bichromate de potassium. Bon, ça, on y reviendra. C'est des produits qui appartiennent à une certaine histoire de la chimie. Et bien sûr, vous pouvez dire, attendez, c'est tout pourri, ça, c'est des trucs chimiques, dégueulasses, etc. Pas faux. Mais dans quelle proportion? Quand on parle de chimie photographique en 1970 et qu'on est sur de la production industrielle, c'est tout pourri. Quand on est dans l'artisanat, où on est sur des doses infinitésimales avec une conscience de retraitement parfaite, on est quand même dans une autre économie. Donc, en général, je me fais alpaguer par des professionnels qui me disent « Ouais, vous voulez réactiver des produits dégueulasses, alors que nous, dans le numérique, raconte dans le numérique le poids carbone de tes conneries. Hein » Enfin, ils n'en parlent pas, l'invisibilisation du dommage écologique de l'économie numérique, on n'en parle pas. Elle est énorme, on le sait bien. Hein. Chaque image pourrie qu'on stocke. Voilà. Donc, bon, c'était pour pas que vous m'embêtiez avec ça. Donc, on expose son négatif, et puis ensuite, la grande particularité de la gomme, c'est le dépouillement. Hein. Vous faites apparaître votre image par soustraction. Ce qui est génial, ce qu'ont découvert les pictorialistes il y a un bon siècle maintenant, c'est que le dépouillement, ça vous donne une liberté incroyable pour faire ressortir ce que vous voulez pas dans l'image, capacité d'intervention, matérialité, tonalité. Donc c'est quelque chose qui offre un rapport à... Bon voilà, un des grands pictorialistes français, Robert de Machy, vous voyez à quel point, en travaillant avec des brosses pour enlever du pigment ou en faire réapparaître, on peut travailler une photographie pour lui donner des accents graphiques, hein, qui peuvent faire penser au fusain ou à la gravure. Alors voilà, la série Actine, hein, que Mustapha a réalisée. Alors ce qui est intéressant, bien sûr, c'est que lui, il ne va pas faire des nus. C'est pas ça qui l'intéresse en gomme bichromatée, c'est qu'il va conjuguer la gomme bichromatée et des travaux qui sont souvent des travaux extrêmement abstraits,
géométrique. Et d'ailleurs, c'est la première fois que je vois en gomme bichromatée une iconographie moderniste, par exemple. Alors que la gomme bichromatée, c'était effectivement plutôt lié à une iconographie, je dirais, symboliste ou post-symboliste. Donc voilà quelques images. Alors, ce n'est pas aussi grand que ça, vous imaginez bien. Et vous avez, dès que vous vous approchez, bien sûr, beaucoup de matière, beaucoup de substance et ce travail lumineux. Ça, c'est une gomme. Alors, je voulais juste vous montrer le travail sur le daguerreotype de Mustapha. Parce que c'est intéressant comment il le conceptualise. Alors, d'abord, dire qu'il va chercher des compétences. Ça, c'est intéressant. Je pense qu'aussi, moi, je défends beaucoup les tireurs et tous les artisans de la photographie. Donc, il va se faire aider pour réaliser ces daguerreotypes. Et ces daguerreotypes, ils ressemblent à ça. Donc, petit rappel pour ceux qui s'étaient endormis dans les cours d'histoire de la photographie. Hein. Donc, voilà le daguerreotype de Mustapha. Petit rappel technique, les amis. Hein. Donc, la chambre de Daguerre, on est dans les années 1830 avec les premiers essais qui vont aboutir au premier portrait en 1837. Donc, vous avez une plaque de cuivre que vous poncez aimablement, que vous allez, juste comme un miroir, hein, que vous allez sensibiliser ensuite aux vapeurs diodes. Vous allez, bien sûr, faire votre photo. Vous allez ensuite développer aux vapeurs de mercure. Alors, bon, oui, je sais. C'est pas bien. Mais combien de daguerreotypes se font aujourd'hui dans le monde? Et combien de tonnes de mercure sert à extraire l'or? Bon. Donc, un tout petit peu de mercure. Bon, bien sûr, vous sniffez pas, tout ça est bien fermé. Vous n'aurez absolument pas le droit d'utiliser du mercure dans une école, mais vous pourrez le faire à la maison. Non, je plaisante. Ne faites pas de conneries quand même. Voilà, bon, après, voilà, vous êtes au moment du développement, et puis vous allez fixer fameux hyposulfite, et puis ensuite, vous allez faire sécher, faire rincer, encadrer, nanana. Bon. Alors voilà, la série Echo, qui est très très belle. Alors, vous allez me dire, bon, il fait des daguerreotypes. Et alors? Et ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qu'il va mettre sur ces daguerreotypes? En fait, comme c'est un obsédé de l'histoire de la lumière, il se dit, moi j'ai envie de faire dialoguer les origines de la photographie avec les sources lumineuses qui ont servi dans l'histoire de la photographie. Donc il s'est fait une collection d'appareils, de projecteurs lumineux de labo, de différents types, et en fait, il va photographier la source. Il va photographier la lumière. Il va photographier un peu l'histoire, d'une certaine manière, des sources lumineuses, mais surtout, il a envie de faire dialoguer la lumière avec son histoire. Et donc, c'est ce qui est produit par la séquence Echo. Donc, c'est pas toujours facile à reproduire. Donc, mais donc, vous connaissez le principe de daguerreotype, comme on le regarde. Hein. Ça se regarde comme ça, parce qu'en fait, vous avez le négatif et le positif en même temps. C'est une peau. Vous connaissez l'histoire du point de vue du gras? Vous savez, l'image originale de Niepce, hein, c'est comme ça qu'en fait, on n'a pas toujours compris cette image, parce qu'en fait, on la regardait pas bien. Il faut toujours incliner, c'est ça qui est intéressant avec les procédés originaux, que ce soit le bitume ou que ce soit le daguerreotype. Et vous avez un répertoire iconographique qui il n'est pas abstrait, au sens où on sait ce qu'on regarde. Mais ce qu'on regarde, c'est avant tout une source lumineuse. Donc cette poétique, cette histoire, cette conceptualisation du dialogue entre deux sources, entre un procédé et une histoire d'une source lumineuse, c'est quelque chose qui va caractériser le travail de Mustapha Azerwal. Voilà, donc ce sont des objets qui se regardent soit au mur, soit à plat. Et bien sûr, on peut faire varier l'intensité lumineuse de l'artiste. C'est un caractère très précieux. Alors, vous avez bien compris qu'on est sur une œuvre unique, et qu'il n'y en aura qu'une, et qui ne les reproduit jamais, puisque le principe même daguerreotype, c'est une seule empreinte. Donc un répertoire iconographique qui est à la fois dans sa forme très géométrique et dans son concept très, poétique, on pourrait dire. Alors Sarah Imloul, je suis content de parler de Sarah Imloul parce que je crois qu'elle est passée par là. Hein. Alors Sarah Imloul, elle a découvert ici même quelque chose qui ne l'a pas quitté, puisque j'ai fait un rendez-vous d'atelier avec elle la semaine dernière. Elle travaille le calotype. Alors le calotype, c'est quelque chose quand même de très particulier, parce qu'on parlait du daguerreotype des années 1830, 1839, la divulgation du daguerreotype, et puis le calotype, c'est un procédé qui est strictement contemporain dans les années 1830, 1840, puisqu'il y a deux principaux inventeurs, Talbot
en Angleterre et Bayard en France, et ça va consister à sensibiliser les papiers au sel d'argent, de les rendre préalablement translucides, ou pas, si on fait des positifs directs, et de s'en servir ensuite comme ce qu'on va appeler, cette notion par exemple de négatif. On n'appelle pas du tout un négatif au XIXe siècle. On appelle ça une image inverse. C'est une image qui existe. Elle a son intégrité théorique et technique, hein, c'est des images inverses. Alors voilà, les images très contemporaines avec une dimension mise en scène, évocatrice, poétique de l'univers de l'artiste dans sa série Passages, avec aussi un dialogue hein, sur l'histoire de l'art, sur, vous voyez, avec des compositions liées à l'esthétique géométrique. Pour ceux qui avaient dormi dans le cours d'histoire des techniques, petit retour, hein, procédé calotype, on est sur un procédé nitrate d'argent et acide gallique, c'est la particularité de ce procédé argentique. Hein. Donc on va avoir une sensibilisation, ensuite on obtient le négatif, on le met dans un châssis presse sur le papier sensibilisé, et ensuite on va disposer son papier, on referme, on expose à la lumière longtemps, ça dépend s'il y a beaucoup de lumière ou pas, et ensuite on peut vérifier, c'était ça qui était bien, on vérifie la venue de l'image, comme on disait au XIXe siècle, et ensuite on fixe un liposulfite de sodium, saluons la mémoire de John Herschel, qui est quand même un type assez génial, sur lequel quelqu'un travaille en ce moment, je vous en parlerai un peu plus tard. Alors Sarah donc a obtenu pas mal de succès dès le début hein, de sa production. Elle était un peu la seule à faire du calotype. Alors c'est un procédé exigeant, mais quand je vous disais tout à l'heure qu'on choisit un procédé parce que c'est l'espace et la spécificité de ce procédé pour exprimer le monde qu'on a en soi, c'est typique chez Sarah Emilhoul. C'est quelqu'un qui a un monde très particulier où le temps est suspendu. On a beaucoup parlé de fantômes avec elle. Donc elle a un univers qui est très mental et où le temps est suspendu, où il y a un rapport au temps particulier. Eh bien, en fait, elle a trouvé dans le calotype, comme un peintre aurait trouvé dans l'acrylique, elle a trouvé son médium. Elle a trouvé son médium. Et c'est un travail aujourd'hui qui est largement salué et qui avance bien avec des très beaux projets de livres et d'expositions. On adore nos jeunes artistes, mais bon, de temps en temps, il faut dire qu'il y a des stars aussi qui ont joué un rôle absolument déterminant dans la culture anténumérique. Saliman, alors Saliman, elle nous l'a fait à l'américaine. Alors apprenez ça, c'est très important si vous voulez devenir célèbre, c'est vous construisez votre mythologie. Hein. Ça, c'est très important. Saliman, complètement par hasard, un soir, à prendre l'essence, elle a sa bagnole. Et puis, il y a un type qui lui parle d'une chambre photographique. Elle dit, c'est quoi ce truc? Et puis, elle va commencer à travailler avec une chambre photographique un peu par hasard. Et puis, elle était déjà connue dans le travail qu'elle faisait avec ses enfants. Et puis, elle va commencer à se dire, mais une chambre photographique, c'est génial. Et elle va, d'une certaine manière, revisiter la mythologie américaine de Ansel Adams et avant elle Jackson, de Atkins, c'est-à-dire de toute cette photographie américaine posée, historique, mais elle va bien sûr le rejouer et l'actualiser de manière très particulière puisque en découvrant l'usage de la chambre, qui est une chose parmi nous, c'est un dispositif très actuel à bien des égards, eh bien, elle va réinvestir le procédé au collodion. Et là, ça date maintenant d'il y a une bonne vingtaine d'années, elle va vraiment installer l'esthétique du collodion, qui est devenu un truc aujourd'hui tout à fait partagé. Elle va installer, regardez, j'adore la communication des artistes américaines. Non, on y est, c'est le film, quoi. On attend le biopic, qui va venir certainement. Mais elle est trop choupine avec sa chambre mammouth, là, elle est parfaite. Alors voilà, 2003, c'était il y a 20 ans, What Remains. Elle a déjà publié des livres, elle a déjà fait scandale avec ses enfants parce qu'elle montre ses enfants en train de fumer des clopes, etc. Donc il y a un truc qui passerait plus du tout dans la culture américaine, voire européenne aujourd'hui, donc scandale. Et elle va travailler toujours avec ses proches à What Remains, qui va être une vraie méditation sur le temps, sur la vie et sur la mort, qui est sa grande question. Et donc, elle va utiliser le collodion. Pour ceux qui dormaient dans le cours sur l'histoire du collodion, je vous rappelle qu'on est sur un procédé qui date lui aussi des débuts, on est en 1850, et cette fois-ci on est sur de la gélatine. Le collodion, c'est le liquide sirupeux qui va permettre de diluer le coton-poudre, l'alcool, l'éther et ensuite avoir une sensibilisation. Et ce qui est intéressant, c'est bien sûr que c'est un procédé qui va servir un nouveau support. C'était un nouveau support dans les années 1860 et qui va être le grand support de l'histoire de la photographie jusque dans les années 20, c'est le verre.
remplacé ensuite, vous le savez, par le celluloïd. Donc, grande transparence. Mais pour réussir à faire du collodion, en 2000, on ne peut pas aller chez le marchand de trucs en disant « Bonjour, je voudrais des plaques au collodion ». Donc, faut se les palucher, quoi. Faut les faire. Donc, on réapprend les gestes. Donc, vous avez plein de manuels du 19e siècle là-dessus. Le fameux geste pour répandre la liqueur collodionnée sur la plaque sans faire trop de coulure, sans faire trop de surépaisseur. Ensuite, c'est du collodion humide, donc on est dans le noir, on fout ça dans la chambre, on expose, on revient dans le noir. Bon, le truc vraiment pas facile, quoi. Mais la contrainte, c'est la liberté, ça, vous le savez. Et les résultats sont bien sûr très étonnants, parce qu'on va avoir à la fois une manière avec la chambre, grosse référence à Julia Margaret Cameron, de s'approcher et de travailler la question du flou, et de travailler dans la matière. Et là, s'ouvre le monde esthétique bienheureux de l'imperfection. Et l'imperfection fait complètement partie, presque d'un point de vue stylistique, de l'expression de la matière. Si c'est parfait, on ne voit rien. Donc ce qui va être très intéressant chez Saliman, et qui va bien sûr être repris beaucoup, c'est toutes les positions des doigts, toutes les surimpressions, tout ce qui va être de l'ordre de la macule, de la surimpression. Donc on va tout avoir. On a le plan rapproché, on a le flou, on a la matière, on a la tonalité, et bien sûr, on va avoir un rapport émotionnel tout à fait saisissant, c'est-à-dire qu'on a des figures dont on ne sait pas trop si c'est de la sculpture, si c'est vivant, si c'est mort, si c'est choyé, si c'est détesté. Et vous voyez, tout ce qui est de l'ordre au pourtour de la plaque est bien manifesté, et on va jusqu'à avoir des aberrations, des trous et des déformations, et plus que des accidents. C'est typiquement... Alors, vous montrez ça à un photographe du 19e siècle, le type, il prend la plaque, il la jette. Enfin, en fait, il la jette pas, il la nettoie, puis il la recollodionne. Mais là, ce qui est intéressant, c'est justement cette esthétique de l'imparfait, de l'imperfection, qui devient un geste esthétique. Donc le collodion, ça c'est vraiment quelque chose qui aujourd'hui est extrêmement prisé. Donc, voilà, je vous montre What Remains, vous connaissez peut-être le livre. Alors à partir de ces plaques, elle fait des tirages qui sont numérotés, et c'est ce qu'on voit en galerie en général. Donc moi je serais programmateur de musée, j'adorerais faire une exposition en dialogue entre Julia Margaret Cameron et Saliman. Ça serait magnifique. Mais je ne suis pas programmateur de l'Institut. Donc je fais ça dans mes rêves. Ça marche aussi. Les anténumériques qui aujourd'hui connaissent les faveurs des artistes les plus contemporains, vous parlez un peu de Laurent Millet, qui est certainement aujourd'hui une figure dans la création photographique contemporaine en France et au-delà maintenant tout à fait importante. Ça fait très longtemps que Laurent Millet travaille les procédés, et de plus en plus aujourd'hui. Je t'invite à regarder d'ailleurs son site qui est très très bien fait. Et non seulement il a une pratique, mais aussi il a une vraie réflexion. Alors, aujourd'hui, il travaille beaucoup la gomme bichromatée polychrome, mais il s'est confronté il y a quelques années à l'ambrotypie et aux ambrotypes. Et vous le voyez avec cette vue d'exposition, avec un petit peu comme Mustapha tout à l'heure, une volonté d'associer un procédé historique à une histoire des formes, une histoire de la sculpture notamment, minimaliste. Et c'est quelqu'un qui construit tous ces objets, mais pour qu'ils soient photographiés, selon les procédés qu'il choisit. Et donc l'œuvre, ce n'est pas ce qu'il a construit, mais ce qu'il a photographié. Ça, c'est toujours intéressant de voir qu'en général, il détruisait ses maquettes, etc. Maintenant, il commence à les conserver. C'est assez intéressant comme processus. Alors, l'ambrotype, on reste dans le collodion, c'est ce procédé qui, à base de collodion, est assorti d'un dos soit verni, soit peint, soit d'autres dispositifs qui est noir, ce qui fait que l'image qui est unique apparaît en positif. Alors, vous voyez, le début des ambrotypes, c'est 2010, donc ça fait déjà un petit moment qu'il a travaillé sur ce dispositif. Alors voilà le type d'œuvres qui sont réalisées. Quand je vous disais que le répertoire iconographique n'a rien à voir avec quelque chose qui serait de l'ordre d'une iconographie nostalgique, etc. C'est vraiment quelqu'un qui fait dialoguer, encore une fois, un procédé anténumérique et des formes contemporaines. Alors, je voulais partager avec vous quelques réflexions
qu'il a émis, parce que c'est quelqu'un qui, voilà, il y a un dialogue avec la sculpture de Tony Smith, si vous vous intéressez à la sculpture américaine minimaliste, hein, donc en bas une œuvre de Tony Smith, et en haut un ambrotype de Laurent Millet. Alors, il a travaillé également sur des sources iconographiques tout à fait particulières. Il s'est intéressé notamment, dans la série Les reliquaires du diaphane, à des inventions du XVIe siècle, hein, quelqu'un qui a été très important dans la construction de l'iconographie de l'orfèvrerie. Hein, et il est allé rechercher les répertoires de formes de cet orfèvre. Il a fabriqué en plexiglas les formes qui étaient déterminées par ce Wenzel et Jamnitzer de Nuremberg, et il les a ensuite photographiées. Donc, vous voyez que le dialogue avec les formes, il est totalement libre dans le rapport au temps. Donc voilà les ambrotypes de Laurent Millet, qui sont tout à fait saisissants. Alors bien sûr, vous les voyez en très grand, mais la plaque, elle, est bien sûr beaucoup plus réduite. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a ce répertoire de formes, mais il y a aussi un moment donné où on peut vouloir interroger d'une certaine manière ce que le procédé a pu faire dans l'histoire, et ce qu'on appelle aujourd'hui la décolonisation des imaginaires, c'est-à-dire comment des procédés ont été associés à la construction de stéréotypes dans lesquels nous vivons encore aujourd'hui. C'est la dimension poétique et critique de l'usage de procédés. On pourrait même parler dans certains cas d'une esthétique de la réparation. Je vais vous prendre l'exemple des ferrotypes de Kelly Spitzer. Donc voilà un procédé qui était un procédé très populaire au XIXe siècle. Christelle, là aussi, a utilisé le collodion, cette fois-ci sur plaque de verre, sur plaque métallique, pardon. Aux États-Unis, on dit tintype, tintype, et en France, on parle plutôt de ferrotype. Alors, Kelly Spitzer, c'est une artiste américaine qui fait beaucoup valoir ses origines amérindiennes en partie, et qui a suivi les enseignements d'un monsieur dont on va parler dans un instant, et qui part de l'idée que finalement, pour des raisons techniques et des raisons de sensibilité, ces fameux ferrotypes ou tintypes qui ont diffusé largement le portrait au XIXe siècle, notamment aux États-Unis, n'est pas sensible à toutes les valeurs lumineuses et avait la particularité d'assombrir tout ce qui n'était pas parfaitement blanc. Et vous m'avez compris, en fait, les peaux et les couleurs de peau, notamment des Amérindiens, qui sont des peaux légèrement cuivrées, légèrement teintées, eh bien, se retrouvaient caractéristiquement assombries par le procédé. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, l'imaginaire du peau rouge, hein, l'imaginaire de l'Indien, physique en tant qu'apparence de peau, a été vraiment caractérisé et institué dans nos imaginaires par le procédé lui-même. Alors c'est sur ces principes-là que Kelly Spitzer a réexploré la question de l'identité amérindienne en utilisant ce procédé pour faire apparaître justement ces qualités particulières. Donc voilà les portraits qu'elle réalise. Alors là aussi, hein, sur son site, vous avez des démonstrations. Donc là, cette fine toile de tôle, hein, qui est recouverte d'un vernis noir et puis d'une émulsion au collodion. Et on a une image unique à chaque fois. Donc elle fait poser des personnalités, enfin des gens, hein, contemporains. Donc vous voyez que là aussi, tout le phénomène de l'imperfection va jouer sur la matérialité de l'image. Et ces fameuses couleurs de peau, hein, vont apparaître par le jeu même de la substance photosensible. Je la cite, mon travail aborde la façon dont nous pouvons devenir un peuple plus empathique et responsable, malgré les épreuves que nous avons endurées. Elle parle bien sûr des Amérindiens. Chaque photo, chaque personne a une histoire à raconter, et je la raconte à travers leurs portraits. J'espère que le spectateur pourra reconnaître les différents côtés de leur histoire, notamment la douleur, mais surtout leur volonté et leur persévérance. Quand je parlais de résilience et de réparation, c'est vraiment la dimension politique de l'usage du ferrotype qui est ici réalisé. Alors, moi, ma réflexion, c'est de dire que finalement, cette archéologie du médium permet de prendre des positions socio-politiques aujourd'hui, qu'on n'est pas, encore une fois, dans un maniérisme technique ou techniciste, mais bien dans une intention, une volonté d'interroger l'histoire des techniques dans leur part de responsabilité qu'elles ont eue dans la construction des imaginaires. Et elle va jouer comme ça à reconduire et à mettre en avant
le rôle de la technique. Alors son professeur est Wilson, appelé Diné, qui enseigne à Santa Barbara, parle de l'indigénisation des représentations. Et il va travailler sur le portrait et encore une fois sur sa responsabilité. Son point d'ancrage, sa bête noire, si je puis dire, alors voilà, Will Diné, donc c'est un Amérindien, sa bête noire, c'est Curtis. Curtis, vous connaissez peut-être le nom de ce photographe anthropologue américain, à qui on doit des albums absolument somptueux, travaillés notamment à la gomme, et chromatés, mais pas que. Et c'est lui qui a demandé à beaucoup de tribus indiennes qui étaient déjà dans des réserves de rejouer avec leurs costumes des rituels, et il a bâti tout l'imaginaire du Peau-Rouge et de l'Indien qui s'est retrouvé, bien sûr, déversé ensuite dans le cinéma hollywoodien. Donc la responsabilité de Curtis en tant qu'artiste anthropologue est d'avoir construit cet imaginaire en grande partie factice. Alors Diné, lui, il va faire des portraits contemporains où il va réutiliser, bien sûr, le procédé dont nous venons de parler, mais il va associer des éléments très contemporains à ces portraits. Par exemple, ici, avec une image, ou bien sûr, vous l'avez reconnu, avec un sabre laser. Donc, ce couloir du temps qui est pris dans tous les sens, et puis vous voyez les imperfections qui sont partie prenante du discours. Alors, celle-ci est moche. Donc voilà, on a un Will Wilson qui fait un Stormtrooper contemporain pour montrer aussi que finalement, notre imaginaire, il ne cesse d'hybrider des séquences historiques, littéraires, cinématographiques, où aujourd'hui, on pourrait ajouter tout l'imaginaire des jeux vidéo à l'intérieur de son travail. Alors, il y a une artiste alors qui, moi je l'aime bien, mais c'est vrai qu'elle surjoue énormément cela, c'est Rachel Portesi. Alors elle communique, les artistes américains notamment aiment beaucoup communiquer sur leur façon de vivre. Et alors on a l'intérieur du studio et de l'appart de Rachel Portesi qui expose un peu partout en ce moment dans le monde. Donc la chambre, grand format, donc une espèce d'attribut comme ça de la matérialité. J'ai un dispositif, rien n'est visibilisé. Et puis, on n'a pas prononcé le mot, mais cette culture très vintage, en disant, moi, j'ai une collection d'appareils, j'écoute des vinyles, je suis on en parlera beaucoup cet après-midi, dans la culture analogique. Donc c'est une manière de porter véritablement, d'incarner ce rapport très particulier à la technique. Alors la série qui l'a fait connaître et qu'elle diffuse largement, c'est les Air Portraits. Donc vous voyez, elle va utiliser les phérotypes. Alors elle montre, voilà, à côté, elle communique sur les petites valises à phérotypes qui étaient vendues au XIXe siècle. Et elle va faire poser des femmes contemporaines en rejouant les dispositifs de l'anthropologie physique, vous savez, ces fameux portraits face, profil, dos. Par contre, elle va les transformer et elle va demander, bien sûr, aux femmes de jouer avec leur chevelure et d'inventer d'une certaine manière une culture à l'intérieur d'une autre culture. Donc elles sont très célèbres, ces photographies, elle vient d'en faire encore des nouvelles séries où le jeu avec la chevelure va devenir de véritables sculptures et qu'elle va photographier. On retrouve aussi des références, bien sûr, à l'histoire de la photographie, on pense à Cameron encore une fois ici. Et c'est une manière de véritablement revisiter toute l'iconographie de l'anthropologie physique, de l'image de l'indigène qu'on a caractérisée dans les théories racialistes du XIXe siècle, pour les détourner et les emmener vers autre chose. Je voulais donc vous montrer ces quelques exemples autour de la culture antinumérique pour vous amener vraiment à cette idée qu'il y a des positions sur la construction des imaginaires, sur la déconstruction des imaginaires et sur des prises de position sociales et esthétiques à travers les matériaux. Alors, je voudrais vous emmener maintenant vers un autre chapitre qui m'importe beaucoup. On a compris que l'artiste est libre d'associer sa volonté et ses intentions expressives à l'histoire des procédés.
Mais il y a aussi, et ça c'est un chapitre qui m'a passionné dans l'ouvrage Contre-culture dans la photographie, cette idée de la matérialité. Nous vivons un rapport à l'image aujourd'hui qui est en grande partie dématérialisé. Nous imprimons peu nos images quotidiennes, même si bien sûr dans les pratiques artistiques on print ensuite, il y aura tout un débat autour de ça. Mais ce qui m'a intéressé, c'est d'observer à quel point les artistes photographes contemporains aujourd'hui avaient besoin de mettre la main, la matière et la main. On a vu la matière, on va voir comment la main va intervenir. J'appelle ça la manufacture photographique parce qu'il y a un véritable courant esthétique aujourd'hui autour de tout ce qui peut être les manières, pas simplement de travailler avec la main sur le tirage, mais de rentrer dans le tirage et notamment toutes les pratiques textilo-photographiques, si je puis dire. C'est un petit peu ce dont je voulais vous parler. Alors là aussi, il y a un background intellectuel qui est très intéressant, c'est qu'est-ce que c'est que la technique ? Qu'est-ce qu'une technique ? Alors, sans vouloir être trop long, le tournant matériel a été une pensée très importante. La relecture de Gilbert Simondon, si cela vous intéresse, qui est un grand penseur de la technique, qui a été longtemps oublié, qu'aujourd'hui redécouvert. Il a été notamment redécouvert grâce à un monsieur qui est mort il n'y a pas longtemps, extrêmement important, qui était probablement le philosophe français le plus connu dans le monde, c'est Bruno Latour. Bruno Latour et le tournant matérialiste, sa grande référence, c'est Simondon. C'est quoi la grande idée de Simondon ? C'est de dire qu'une technique est un être. C'est vraiment, Latour, c'est celui qui va penser la question du robot comme altérité et dire qu'en fait, dans une technique, c'est vraiment une pensée de Simondon, dans une technique, il y a de la pensée humaine. Et à partir du moment où il y a de la pensée humaine dans la confection d'un dispositif, d'une mécanique, il y a une capacité à la penser d'une manière transcendantale. La technique, c'est de la pensée en acte, c'est de la philosophie, c'est quelque chose qui peut penser le monde et pas simplement le représenter. Et donc, déjà, cette question de la technique, avec le tournant matériel à la fin du XXe siècle, c'est quelque chose de très important. La technique n'est pas simplement opérationnelle. Elle est aussi herméneutique, c'est-à-dire qu'elle permet de poser des questions, elle permet de penser. Et puis, deuxième élément du background, c'est la question de l'artisanat et du geste. Là aussi, c'est très intéressant. Il y a depuis une vingtaine d'années une véritable revalorisation de la question du geste comme acte de pensée. Oui, la technique comme être pensant et le geste comme façon de penser. On est dans une civilisation, en tout cas la nôtre occidentale, qui a beaucoup dévalorisé le manuel, et maintenant on est bien sûr, mouvement de balancier, on est dans une revalorisation du manuel. Alors il y a énormément de sources théoriques et critiques autour de cela. Je vous rappelle, alors je ne sais pas si vous l'avez lu ou pas, mais ça c'est hyper drôle, ça date de 2009. C'est Matthew Crawford, l'éloge du carburateur. Alors Matthew Crawford, c'est un type qui était dans le domaine de l'informatique, de la finance, etc. Ça l'a fatigué à un moment donné, et puis il s'est mis à réparer des motos. Et en fait, en réparant des motos, il s'est rendu compte que c'était beaucoup plus compliqué que de fabriquer des algorithmes de la finance, parce que ça résiste. Et donc l'éloge du carburateur, c'est un livre, vraiment un grand plaidoyer sur le fait qu'il y a de la pensée très profonde, très complexe dans la mécanique et surtout dans le travail de la main lié à la mécanique. Richard Sennett, dont le livre est également traduit en français, ce que c'est la main, la culture de l'artisanat, et j'aime beaucoup sa punchline, faire, c'est penser. Donc, vous voyez, tout ce dont on va parler, c'est-à-dire fabriquer des images avec les mains, c'est quelque chose qui s'inscrit dans une anthropologie aujourd'hui extrêmement prégnante. Alors, j'appelle les pratiques réparatrices ou manufacturées cette question du fait-main. Ça, c'est tout à fait passionnant. On va regarder quelques artistes qui font avec les mains. Et là, quand je vous dis que la photographie est plus qu'une image, ça va être bien sûr une évidence, parce que la photographie, c'est avant tout des objets. Samine Ahmadzadeh est une artiste d'origine, elle est iranienne, pardon, pas que d'origine, elle est iranienne. Et c'est une artiste qui a comment, alors je mets souvent la date de naissance, en espérant ne pas avoir à mettre la date de mort, des artistes pour vous les situer aussi un petit peu dans le temps. Donc c'est quelqu'un qui commence à travailler au début des années 2010. Elle a fait la St. Martin's School à Londres et elle a fait aussi des études d'architecture. Et c'est quelqu'un qui va, d'une certaine manière, réparer sa propre histoire en travaillant sur le tissage des portraits. Donc elle va utiliser des photographies préexistantes
à certains égards, on pourrait embrayer sur la notion de surcyclage ici, et elle va mêler différentes photographies de sa famille pour composer une sorte de généalogie poétique de sa propre histoire. Et donc c'est ce travail qui apparaît un peu en damier ici, où on va la voir travailler, tout à l'heure on l'a vu travailler, voilà, elle tisse, vous voyez, les différentes lamelles de photographies les unes dans les autres. C'est un travail réellement d'artisanat, c'est vraiment le fait main, pour aboutir à une œuvre unique, bien sûr, ensuite. Elle va mettre les rectos ou les versos, des lettres qui peuvent être associées, des écrits associés à des photographies, et elle va mêler aussi les filiations entre les artistes, entre les membres de sa famille, avec différents travail en couleur, travail en noir et blanc. Alors son œuvre la plus célèbre à ce jour, c'est 10 000 visages. Alors paraît-il, c'est ce que je vous ai marqué, que les scientifiques nous disent que dans une vie, on peut se souvenir de 10 000 visages. C'est énorme. Enfin, moi, j'ai pas la mémoire des visages en plus. À chaque fois, je me dis 10 000, dingue. Et donc, en fait, sur l'idée de 10 000 visages, elle va travailler à fabriquer des portraits où elle va mêler, cette fois-ci, différents visages. Et elle va travailler sur notre capacité cognitive et mnémonique à enregistrer ces visages. Donc, cette esthétique du damier, presque de la tesselle, si on pouvait parler faïence ou céramique, serait celle de cet artiste. Autre exemple, Odette England, que j'aime particulièrement, elle est née en 1975. Elle est australienne et anglaise, elle a une double nationalité. Alors, elle a plein de séries passionnantes, Odette England. Elle a commencé par réaliser les punching, c'est-à-dire qu'elle va poinçonner, vous savez, avec les petites machines qui font des trous, elle va poinçonner les images, elle va superposer les images, et par le travail de poinçonnage, comme un palimpseste, elle va faire apparaître des paysages qu'elle va construire par le vide photographique. C'est une artiste de la soustraction. Et les couches d'images vont produire des sortes de nuages dans lesquels on va pouvoir aller se promener. En allant poinçonner, vous le voyez même les deux tirages pour aller jusqu'au fond noir ici. Là aussi, pratique manuelle. Et encore une fois, travail sur la mémoire, la manière de rentrer dans le temps, de se promener dans le temps et de fabriquer des formes par la soustraction du visuel. Excavations 2015 est un petit peu le même principe, sauf que là, on passe au ponçage, et donc elle va poncer des photographies de famille pour faire disparaître ou apparaître certaines parties. Là aussi, travail manuel et travail de soustraction, travail aussi de destruction, mais aussi de réparation dans le sens où, vous en conviendrez, nous sommes toutes et tous sur des photographies de famille dans lesquelles on n'a pas véritablement envie de se retrouver, donc elle va se faire apparaître, se faire disparaître, choyer telle ou telle présence. Donc cette espèce de ponçage qui fait quoi? Qui fait que, en fait, on passe de la matière à la pulvérisation, au souffle et à la disparition, et la photographie devient véritablement un médium. Là, on vient vraiment dans une matière qui pourrait être de la pierre, du marbre ou d'autres éléments. Voilà, je vous les passe vite, mais vous comprenez le principe, c'est une manière de retravailler la photographie existante, de la faire exister d'une autre manière. Alors, j'aime beaucoup Thrice Upon a Time en 2012. Donc là, elle va travailler d'une autre manière. C'est une histoire assez extraordinaire. En fait, elle est d'origine australienne. Ses parents étaient fermiers, ils étaient éleveurs et ils étaient récoltants de lait, ils produisaient du lait. Et puis, il y a eu une crise économique terrible dans les années 80. Et ses parents, donc elle a vécu dans une ferme en Australie, tout était beau, c'était complètement idyllique. Ses parents sont ruinés. C'est une catastrophe familiale, un traumatisme qui vraiment, après, elle part en Angleterre, etc. Et elle est dans un phénomène de résilience. Et elle décide de renaître, de repartir, de faire un retour en Australie avec ses parents. Elle va retrouver ses parents. Et elle dit, je voudrais qu'on retourne à la ferme, sur le lieu de la ferme, qui existe toujours, qui a été racheté, etc. Donc c'est extrêmement éprouvant pour la famille. Et elle part avec des négatifs de photographies de famille. Et elle a cette idée tout à fait incroyable et totalement performative qui va consister à demander à ses parents de coller sous leurs chaussures les négatifs des photographies du temps béni et de leur demander de marcher ensuite
sur leurs propres pas, de retourner dans leur histoire. Et bien sûr, en marchant sur ces gravillons, sur cette terre, eh bien, ils vont altérer notablement les négatifs, et ensuite, elle va faire des tirages de cette espèce de retour, et la fracture, les effractions qui sont faites dans le médium photographique seront les témoins et la manière d'exprimer cette disparition, ce traumatisme, et d'en faire véritablement une œuvre photographique. Donc résilience, réparation, travail avec des images existantes, on est dans un dispositif qui est assez complet en termes, vous voyez, plastiques et psychologiques. On va très loin puisque à un moment donné, on a quasiment, vous voyez, pratiquement plus de support. Alors je vous parlais de la photographie de famille, elle a même travaillé sur sa propre disparition en disant qu'elle ne voulait plus être sur les photographies de famille, donc elle va en fait prendre une photographie de famille, elle va passer 2 coups de cutter de chaque côté pour enlever sa figure. Ça s'appelle les Photos of Me, Without Me de 2011, dispositif radical qui produit, vous le voyez, des drôles d'images où c'est l'absence qui raconte finalement la manière dont on a de prendre son propre destin en main, de décider d'exister ou pas, ou d'être d'une certaine manière déterminé par des images de son enfance ou pas. Résilience, réparation et aussi conjuration peut-être de ce que la photographie nous enterre dans le passé. Lisa Sartorio est une artiste italienne qui était d'ailleurs formée plutôt à la sculpture. Et alors ce qui est très intéressant dans le travail à la main de Lisa Sartorio, que j'appelais faire surface, c'est quelqu'un qui va véritablement malaxer la substance photographique. Vous avez peut-être vu son travail. Alors c'est quelqu'un qui est beaucoup aussi dans la critique des médias et elle part du principe que finalement les images chocs, les images de guerre ne nous touchent plus. Ça fait très longtemps d'ailleurs que nous n'avons plus véritablement d'émotion. En tout cas, on sait que ces images, comme on l'espérait fut un temps, ne servent finalement à rien. Et elle va essayer de fabriquer une autre dramaturgie avec les images en les malaxant avec ses mains, en les triturant, et notamment dans Ici ou ailleurs en 2021, où elle va travailler notamment sur des images de destruction à Beyrouth, où elle va prendre une photographie existante, ce n'est pas elle qui prend la photographie, elle va la redévelopper et elle va travailler, vous voyez, avec les fibres de papier qu'elle va pincer quand elles sont encore humides, ou alors dans les bains. Il y a une vidéo très bien sur son site qui explique cela. Et la manutention, c'est-à-dire le travail de la main, va être vraiment celui de la sculptrice ici. Elle va se mettre à sculpter l'émulsion, à sculpter la fibre du papier, ça c'est la référence du film, pour finalement montrer la destruction des images autant que la destruction de leurs références, c'est-à-dire de ce qu'elles montrent. Et cette manière finalement d'aller considérer l'image comme un corps que l'on peut malaxer et sur lequel on peut faire des interventions. Vous voyez, elle est en train de rouler entre ses doigts la fibre du papier. Elle fait quasiment des sculptures aujourd'hui, et c'est une manière de refaire la surface, de refaire surface et de refaire la surface. Alors quand on voit ces œuvres qui sont toutes uniques, encore une fois, la première fois, on est très troublé parce qu'à la fois on reconnaît les choses, mais on voit bien que c'est l'image qui est altérée autant que ce qu'elle est montrée, et cette cohérence, encore une fois, entre les deux, donne toute sa force à ce travail. Ça chavire, mais ça chavire dans tous les sens, et notre regard est confronté à une véritable expérience plastique. Voilà, des images de bombardement, par exemple. Rita Bernstein est une artiste, alors elle aussi c'est intéressant, c'est une artiste qui était à l'origine associée, enfin c'était une juriste qui défendait beaucoup les droits, et elle a laissé tomber son premier métier pour travailler sur des papiers qu'elle fabrique elle-même. Et là aussi, c'est intéressant, c'est que le papier en photographie, c'est pas qu'un support, c'est une substance qui fait corps et qui, on l'a vu déjà à beaucoup d'endroits, donne du sens à ce que l'on veut faire. Donc, elle fabrique ses propres papiers et ses photographies vont être pleines de surépaisseur, de pincements, vous voyez, on a vraiment la matière de la jupe et vraiment la matière du papier. Là aussi, encore une fois, cohérence entre le choix de ces matériaux, sa pratique et ce que l'on veut montrer, qui deviennent à la fois des images extrêmement matérielles dans leur affirmation,
mais extrêmement mentale aussi, puisqu'elle comporte véritablement tous les stigmates, pourrait-on dire, du travail plastique fait par la photographe. Donc, on a l'épaisseur, on a les cassures, on a vraiment le papier qui parle, le papier qui parle autant que l'émulsion. Alors, je vous parlais de travaux de dame, et c'est un terme bien sûr très intéressant, ce qu'on appelle les travaux de dame, puisque avec Adrienne Hughes et beaucoup d'autres artistes aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle, dans un langage anglo-saxon, le craftivisme. C'est-à-dire comment, finalement, ce qui était réputé être la broderie, les napperons, la couture d'une manière générale comme travaux d'âme, sont réinvestis sur un mode beaucoup plus critique, voire politique. C'est-à-dire comment les dames vont se ressaisir des outils qui étaient finalement les outils qui déterminaient leur situation sociale pour en faire des vraies armes. Et donc elle va travailler, elle, notamment les broderies et intervenir sur ces images directement. Alors, la vie secrète des arbres est un travail où elle va broder véritablement, vous le voyez, alors il y a une prise de vue ensuite où elle travaille sur les couleurs, mais elle va venir broder directement sur le tirage et obtenir cette fois-ci véritablement un objet, puisqu'on a bien sûr la surépaisseur de la broderie qui va donner à l'ensemble des images, voilà, un revers, où vous voyez comment le dos porte témoignage de ce travail qui est fait directement sur les images. Alors là aussi, des projets et des discours, puisqu'elle va travailler avec les icebergs sur la question des changements climatiques, et elle va véritablement tisser des fils qui montrent des éléments presque, je dirais, de mesure et de gabarit des glaciers dont on sait qu'ils vont peu à peu perdre de leur importance, et c'est une manière donc de raconter aussi une histoire, voire de prendre une position sur la question du climat avec un travail qui est totalement plastique. Alors, j'aime beaucoup en tant qu'historien de la photographie aussi tous les travaux de surcyclage, parce que ça c'est très intéressant. Je vous en dis un mot parce que j'en reparlerai par après. Il y a chez les artistes qui travaillent à la main un goût particulier pour l'usage d'images préexistantes, pour le dire tout simplement, quelle que soit leur époque. Souvent des images achetées, trouvées, récupérées, images de famille, images de brocante, images de magazine. C'est très intéressant parce que probablement que ces artistes qui n'éprouvent pas le besoin de réaliser des prises de vue, de réaliser leur photographie, se disent que finalement, il existe suffisamment d'images à disposition pour les rejouer et travailler, non pas à leur recyclage, c'est que la notion de recyclage, c'est prendre quelque chose pour le réduire à un matériau et souvent le dégrader pour faire autre chose. Le surcyclage, le upcycling, consiste à prendre des matériaux qui n'ont plus de valeur et à leur redonner de la valeur. C'est une modification de la valeur. Donc, chez Adrienne Hughes, on va voir toute une série où elle va aller chercher des cartes postales anciennes et qu'elle va retravailler avec son art de la broderie. Alors, ça va fabriquer des drôles de choses. Vous avez ici le recto et le verso. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du jeu, parce qu'on va venir sur des matériaux anciens avec de la broderie, et à quoi on s'attaque ? Eh bien, très souvent, on s'attaque au visage, on s'attaque à l'identité. On va aller produire une forme de dramaturgie à l'intérieur de ces images, accentuer ce qu'elles peuvent avoir d'un peu terrible autour de la définition des schémas sociaux, comme le couple, comme l'enfance. Elle va jouer là-dessus et, vous voyez, fabriquer des sortes de pathologies décoratives, si je puis dire, et ces visages tout à fait, comment dirais-je, poupons, ces attitudes convenues, cette mièvrerie qui a été largement réalisée dans l'iconographie de la carte postale, et notamment des enfants, eh bien, elle va fabriquer des sortes de stigmates colorés sur ces visages. Bon, donc là, elle s'en prend au chien, on ne sait pas pourquoi. La gamine est indemne, mais voilà, c'est assez étrange. Alors, il n'y a pas d'explication. Une œuvre est avant tout quelque chose qui propose une ouverture du sens et une ouverture de l'interprétation.
mais il y a une manière de revenir dans le monde, de faire réapparaître ces images, de les actualiser, en leur donnant un caractère un peu traumatique, un peu étrange. Tous ces enfants qui ont été construits dans leur identité, jolis enfants sages dans le studio de photographie, eh bien, deviennent des sortes de pestiférés très, très incroyables. Alors ça, c'est à la fois très beau et en même temps très inquiétant, et bien sûr, elle joue sur ces deux paradigmes-là. Donc toute son œuvre sur le travail de broderie est assez emblématique de ce que l'on peut voir aujourd'hui, et la mièvrerie de l'image de départ devient quelque chose de troublant aujourd'hui. Bon, là, effectivement, il y a une altération du visage qui est le visage de l'enfant, le visage du poupon, qui est véritablement je dirais le stéréotype d'une forme de beauté stéréotypée. Eh bien, elle va le biffer littéralement en transformant ce visage en une espèce à la fois de bouquet, mais on ne sait pas si c'est une lèpre ou si c'est une décoration. Elle a travaillé aussi sur des cartes postales de lieux et qu'elle va réenchanter en revisitant ces lieux emblématiques avec ses broderies. Alors par parenthèse, je ne sais pas si vous le savez, mais le grand photographe américain Walker Evans était un grand collectionneur de cartes postales, et c'est aussi une manière de dialoguer avec l'idée de la collection. Alors, juste pour rappeler un élément de contexte, ce n'est pas non plus que les photographes qui travaillent sur cette notion-là. Le craftivisme, le yarn bombing, les tricots urbains ou le tricotage est quelque chose qui fait complètement partie du contexte de réalisation de ce type d'image. Vous en avez peut-être croisé dans les rues. Diane Meyer est une artiste qui, elle aussi, a eu une formation en art visuel, comme on dit aux États-Unis, et qui s'est fait une spécialité de la broderie. Alors, ce qui est très intéressant chez elle, c'est qu'elle va broder du pixel. Là, on parlait d'hybridation, c'est très intéressant. On va dire, voilà, je vais prendre une photographie et puis je vais broder des pixels pour perturber finalement notre culture de la relation à l'image. Elle a fait un travail sur Berlin en 2012-2019 où elle a pris des photographies d'où on voyait, avant 1989, le mur de Berlin. Donc elle va le rematérialiser dans les images en rebrodant, vous voyez, on ne le voit pas tout de suite, puis je vous fais des gros plans, vous voyez, elle va matérialiser là où il y avait le mur et où parfois se coupaient littéralement des bâtiments en deux. Donc, rapport à l'histoire, rapport au traumatisme historique, rapport à la mémoire, par la matière, par la broderie et par l'intervention sur le référent réel, par la matière. Là aussi, bien sûr, des œuvres uniques, vous l'imaginez bien aisément. Elle aussi a travaillé, il faut croire que c'est important, sur ces images de famille, sur ces images d'albums. Elle va, vous le voyez, broder en reprenant les valeurs des couleurs qui sont sous-jacentes à l'image, et elle va, d'une certaine manière, flouter l'image de famille par l'intervention brodée, et son système, pourrait-on dire, ou son procédé du pixel textile va venir interférer avec les photographies de famille, les photographies d'école. Il y a quelque chose à la fois très étrange, très violent et en même temps troublant, puisque on se rend compte que finalement, ces images stéréotypées contiennent une charge qui est toujours un peu étrange quand on fait ce voyage dans le temps de regarder les images de famille ou les images anciennes, et qu'elle va perturber par ce jeu-là. Donc voilà, après c'est décliné sur à peu près toute l'iconographie que vous pouvez trouver, les célèbres photographies des voyages à Disneyland, etc. Alors, je voulais aussi vous rappeler que ce travail est inscrit dans l'histoire, puisque le montage, la broderie, le photocollage s'inscrivent dans une histoire qui, justement, est très intéressante parce que le photomontage a vraiment été un travail qui a été réalisé au XIXe siècle par les femmes. Ça, c'est très intéressant. D'ailleurs, ça fait partie de ma to-do list, mais j'aimerais, si j'ai le temps l'année prochaine, de faire un de mes séminaires entiers sur l'actualité du photocollage aujourd'hui. C'est assez incroyable de voir depuis 5-6 ans le développement du photocollage. Il suffit de se balader sur Insta pour le voir. Il y a quantité d'artistes qui travaillent sur le photocollage et
je n'ai pas fait de statistiques, mais je pense que je ne suis pas trop loin, 95% d'artistes femmes. Très intéressant. Hein. Comment l'histoire du photocollage est très souvent une manière pour les artistes femmes de prendre position exactement comme Anna Hoche le faisait, comme les photographes victoriennes le faisaient, prendre position pour déconstruire, repenser, réimaginer les stéréotypes de la représentation autour du corps notamment. Voilà, tout ça pour vous dire qu'au XIXe siècle, l'amusement photographique, ce qu'on n'appelle pas encore le craftivisme, est une manière véritablement de détourner, de rejouer l'image à travers la liberté que donne le collage, et avec toutes les illustrations qui ont pu être réalisées. Alors, il y a des cas intéressants. Le cas de Maurizio Anzeri, succès absolument phénoménal. Hein, alors, pour le coup, c'est un homme qui travaille, lui, d'une manière extrêmement séduisante, et ce n'est pas péjoratif dans mon esprit, sur le fil. Ce n'est pas vraiment la broderie, sur le fil, vous allez voir. Et lui aussi part de photographies récupérées, qu'il va véritablement redessiner, repenser par le tissage de fil. C'est extrêmement séduisant, ça a beaucoup intéressé le monde de la mode. C'est quelqu'un qui est très sollicité en termes iconographiques aujourd'hui pour des campagnes. Mais il est vrai qu'il a un talent tout à fait particulier pour faire muter véritablement les images. On a un dialogue entre, on pourrait dire, l'archive, hein, une histoire de la photographie par ses archives, qui est retissée et retravaillée. Il se nourrit véritablement, dit-il, des photographies. Il n'y a pas chez lui quelque chose de nostalgique, mais il se rend compte que l'on peut véritablement activer le rapport au temps. Donc il dit, je ne suis pas dans le domaine de la nostalgie, ce n'est pas du tout ce qui m'intéresse. Alors des portraits de groupe qui sont tout à fait étonnants, hein, comme celui-ci, où chaque personnage devient une sorte de figure. C'est un petit peu comme quand on rentre dans un bar dans Star Wars, où on a des gens qui viennent de planètes différentes et qui ont des têtes tous différentes. C'est un petit peu ça. Enfin, moi, ça m'a fait penser à ça. Désolé, je n'ai pas d'action chez Star Wars, mais je trouve que quand même, depuis Shakespeare, on n'avait pas fait mieux, quoi. Enfin, il y a Homer, Shakespeare et Star Wars, quoi. Hein. Non, mais voilà, Star Wars a vraiment cristallisé sur plusieurs générations maintenant l'imaginaire d'une forme d'ailleurs. Hein. Parce que ce qui est génial d'en savoir, c'est que le futur est vétuste. Et ça, c'est vraiment une grande innovation de nous faire comprendre que le futur n'existe plus, qu'il n'y a plus que des formes d'avenir. Mais j'y reviendrai. Donc on parlait des enfants tout à l'heure, voilà, il va aller chercher des portraits stéréotypés, il va les déformer. Alors c'est ce mélange entre la beauté et l'horreur qui est très étrange. Hein. On ne sait pas si le personnage est en train de se distendre, s'il est en train de se déformer, si au contraire il est en train de se réenchanter. En tout cas, ce sont des êtres qui viennent d'une autre planète, d'un autre monde. Alors quand je vous parlais de la dimension séduisante, hein, vous le voyez bien, ce sont des images très réussies d'un point de vue plastique et qui vont rencontrer un grand succès puisque voilà des images de commande maintenant pour des magazines de mode, hein, où vous voyez comment le côté fémin aussi va être extrêmement valorisé dans le domaine de la mode et du luxe. Ça c'est pour vous montrer toutes les commandes qu'il a pu avoir pour des magazines. Donc l'artisanat, le rapport à la photographie historique et le marché aussi des images aujourd'hui. C'est intéressant, on n'est pas simplement dans une marge, hein. On est aussi, et c'est ça qui est intéressant, une marge qui est réussie, c'est ça, c'est-à-dire comment des choses alternatives, à un moment donné, sont identifiées par les réseaux, le marché, le luxe, pour venir nourrir de nouveaux imaginaires. C'est imparable. Hein, c'est imparable. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, quand quelque chose est identifié, quand quelque chose a réussi, c'est déjà terminé. Hein, c'est comme quand un groupe de rock alternatif passe sur une major, en général, il n'a plus rien à dire. Hein, c'est fini. C'est terrible de se dire que quand on prend conscience que c'est bien, c'est fini. Et c'est ça. Donc voilà les grandes messes où on présente le travail au Festival de Bologne, par exemple, ici. Alors, ma chérie, Julie Cockburn, bon, pourquoi ma chérie? Parce qu'elle a fait la couverture, hein, de Contre-Culture. Alors, vous savez qu'on a un éditeur dans la salle, hein, donc une couverture, c'est un vrai enjeu, donc on ne demande pas aux auteurs de les choisir, on fait des propositions, mais avant tout, c'est comment quelque chose va tenir sur les tables, comment ça va faire signe. Et Julie Cockburn, qui est une artiste qui a beaucoup de succès maintenant,
s'inscrit dans la tradition de celle que nous venons de décrire. Ce qui est intéressant chez elle, donc vous avez mis l'article dans l'IB, c'est qu'il y a à la fois une formation artistique, un rapport à sa grand-mère qui lui a appris à travailler le textile. Elle dit, alors comment procédez-vous pour réaliser vos images? Elle dit, c'est intéressant, hein, j'ai tendance à planifier mes interventions par ordinateur. Vous voyez, ça part de l'ordi. Je scanne la photo originale que je souhaite embellir et dessine ensuite dessus grâce à Photoshop. Donc elle fabrique un patron. Avec cette méthode, j'ai l'entière liberté de jouer avec les formes et les couleurs sans altérer la photographie originale. Je solidifie toutes mes images avec une couche de tissu au dos des tirages, puis je transfère le dessin final sur la photo en cousant à la main. C'est un travail très méticuleux qui, au fond, est plus chronophage que difficile. Ralentissement du temps. Mais il m'a fallu des années et de nombreuses erreurs avant d'obtenir la finition que je souhaitais. Il y avait une intention. J'utilise de toutes petites aiguilles très fines pour ne pas déchirer le papier et du fil de coton non dédoublé. Je n'ai pas encore trouvé de machine, très intéressant, qui pouvait avoir ce rendu, malheureusement pour moi. Et elle rajoute, j'ai appris à broder avec ma grand-mère très jeune et je faisais de la broderie comme violon d'Ingres. Cela m'a paru évidemment évident de combiner les deux. Donc, école d'art, transmission de génération de pratique, effort, temporalité, essai, combinaison des instruments électroniques ou numériques et de la pratique manuelle, et on a l'œuvre de Cockburn. Donc les résultats sont effectivement tout à fait saisissants de réussite. Alors, encore une fois, image unique, elle a cette capacité à faire parler, à faire résonner les photographies qu'elle achète dans les brocantes, hein, et notamment celle-ci. Alors, celle-ci, je l'ai choisie aussi, hein. J'aime beaucoup cette image parce qu'elle est géniale. Donc, à la fois, on a la photographie vintage, on a le stéréotype de la beauté féminine, et elle vient cacher le regard qui est quand même typiquement voilà, le lieu du charme, avec tous les stéréotypes que ça peut avoir. Et elle va fabriquer un bandeau qui contient, bien sûr, le spectre lumineux, c'est-à-dire que ce qui empêche de voir est finalement la définition de la lumière elle-même, et on a quelque chose qui est, pour moi, une image parfaitement réussie, à plusieurs degrés de lecture, et parfaitement réalisée. Pas facile à imprimer, on l'imagine bien, il a fallu faire pas mal d'essais pour, en couverture de jaquette, obtenir cet effet optique, parce qu'on touche avec les yeux, c'est plus de l'optique, c'est de l'haptique, comme on dit. Donc voilà, elle a décliné son travail, on peut voir régulièrement ses œuvres exposées ici ou là, dans les foires ou dans les expositions. Et après, c'est toute une déclinaison hein, où il faut savoir aussi s'arrêter parce que ça peut devenir un procédé. Mais elle a réalisé quelques centaines de pièces. Mais comme elle le disait, ce sont des travaux qui mettent énormément de temps à être élaborés, puisqu'elle nous a décrit son procédé. Allez, je termine avec Mouna Saboni, qui est une artiste passionnante parce qu'elle est poète. Elle est franco-marocaine, c'est quelqu'un avec qui j'ai toujours eu énormément de plaisir d'échanger, parce qu'à un moment donné, elle s'est posé la question d'associer, dans son livre Traversée, sa série Traversée, d'associer la poésie, la calligraphie et les images. Une artiste qui a fait une école d'art, hein. Et en fait, elle va travailler sur le principe de l'embossage, c'est-à-dire qu'elle va graver ses poèmes écrit en français ou écrit en arabe, directement au dos des images. Donc c'est là aussi un travail minutieux où il ne faut pas percer, il ne faut pas aller trop loin, etc. Et donc on va avoir des images de paysages, souvent elle va un peu à la recherche de ses origines, donc elle va faire des voyages, elle va régulièrement au Maroc, maintenant elle y est d'ailleurs très souvent, et elle va, vous voyez, graver au stylet ces poèmes directement sur les tirages. Donc on va avoir une sorte de tablette, on pourrait dire, si on parlait d'argile, une sorte de tablette où les poèmes sont écrits. Là, on est au dos du tirage pour se rendre compte. Il ne faut pas se rater, donc le travail est extrêmement minutieux. Quand on lit l'arabe ou quand c'est écrit en français, on peut bien sûr rentrer aussi dans son imaginaire poétique qui agit des deux côtés. Et puis, pour terminer, la série qu'elle a réalisée qui s'intitule « Ce que nos yeux cherchent », allant à la recherche de ses origines, elle découvre que finalement, la famille de ses parents, ses grands-parents, eh bien, n'ont pas d'image de famille, ou n'en a plus. Et donc, elle va faire les brocantes de Marrakech et elle va trouver des photographies de famille, des photographies achetées, glanées, de la photographie
que l'on appelle vernaculaire. Elle va écrire ses poèmes directement sur les photographies. Et puis, dans certains cas, comme ici, elle a cette idée d'utiliser de la chaux, de celles qui servent régulièrement à repeindre les maisons au Maroc. Et elle va passer de la chaux sur une vitre, donc le tirage est derrière. Et ensuite, quand la chaux est sèche, elle va la faire craqueler, elle va l'ouvrir et elle va fabriquer ses œuvres où la matière laisse poindre l'existence d'un passé qui est à la fois visible mais pas accessible. Et c'est cette poétique de l'apparition et de la disparition qui montre aussi comment une artiste travaille avec son histoire et lorsque les sources ne sont pas là, eh bien, on invente l'imaginaire de son passé. Bonjour, c'est Léa, du coup, je suis en première année. Merci pour votre intervention. J'ai une question. Vous disiez du coup que le métier d'historien est avant tout celui de produire des récits. Et vous vous dites historien du présent. Et je me demande dans quelle mesure votre travail d'historien ne devient pas, en tant qu'historien de l'art contemporain, un travail de prophétie autoréalisatrice. Dans le sens où est-ce que finalement vous n'êtes pas celui qui va dicter, ou dicte déjà, les standards de la photographie contemporaine aujourd'hui en France, du moins, et peut-être plus largement dans le monde. Non, mais c'est une question compliquée parce que, alors pourquoi j'ai dit je ne suis pas critique d'art? Parce que le métier de critique d'art qui est un peu disparu, il faut dire ce qui est, mais enfin bon, le métier de critique d'art consiste à être prescripteur en disant mais ça c'est génial, c'est ça qu'il faut faire. Moi je suis contre l'autorité, mais je suis pour la responsabilité. Il y a une petite nuance, je ne dis pas il faut faire ça. Par contre je dis mon métier d'historien, c'est d'ausculter des symptômes et de voir effectivement ce que je disais tout à l'heure, le photocollage fait par 80% c'est des femmes, donc là il y a un truc à interroger. Donc là j'interroge. Après, prophétie autoréalisatrice, ça revient à ce que je disais sur le nominalisme, c'est-à-dire nommer les choses. Ça dépend où on met son ego. C'est-à-dire que si vous avez envie de dire « Ah ben tiens, j'ai fait ça, c'est important », c'est pas à moi de le dire, quoi. En fait, en tant qu'historien, je sais que le temps est d'une violence incroyable. Je sais, pour avoir observé même des phénomènes de générations récentes, qu'il y a des travaux qui disparaissent, qui réapparaissent, mais je sais que le temps ne dicte pas sa loi. Et ça, c'est bizarre de dire ça pour un historien. Je sais que tout peut réémerger à tout moment. Et c'est peut-être ça que je mets au cœur de ma pratique d'historien, c'est de dire que le mainstream ne fait pas toujours l'histoire. Et que ce qu'on appelle la ruse de l'histoire est génial. C'est-à-dire que le cas quand même, on en parlera cet après-midi, mais des pratiques analogiques, qui pouvaient, il y a encore 20 ans, on en parlait avec certains enseignants ici, alors qu'on avait tout mis au rebut, qui pouvait penser qu'il allait se passer là quelque chose de fondamental. Moi, là où je suis super content, c'est que j'ai l'impression de vivre quelque chose. Et pour un historien, du présent ou pas d'ailleurs, parce que j'ai un historien de la Révolution française qui va jeter un autre regard sur la Révolution française, il va faire histoire, il va faire histoire. Mais bon, pour être complètement honnête, c'est une forme d'autorité. Mais ce n'est pas une autorité autoritaire, ce n'est pas des arguments d'autorité. Voilà. La critique a des arguments d'autorité. Moi, je n'utilise jamais l'argument d'autorité en disant « c'est beau, c'est bien, c'est fort, c'est puissant, c'est ça qu'il faut faire ». C'est une question de démonstration, mais la parole de l'histoire est puissante. Et elle est idéologique, donc elle est responsable. Ouais. Merci.